Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième chapitre de notre épopée nocturne sur la Horde Sauvage, podcast cinéma. Ici Michael, et aujourd'hui on continue d'explorer les recoins les plus sombres du mythe du vampire. Pour m'accompagner dans cette seconde partie de chasse, j'ai retrouvé mes fidèles acolytes, qui commencent d'ailleurs à avoir le teint un peu pâle. Quentin, en face de moi, qui est tellement resté dans le noir pour préparer l'émission qu'il a commencé à développer une allergie aux ampoules de plus de 40 watts. Bertrand, à côté de moi, notre sommelier de l'horreur, il est capable de vous donner le cépage et l'année d'un film rien qu'à la couleur de l'hémoglobine à l'écran. Et enfin, en face de moi, David, notre expert 100% cinéphile. On a dû vérifier son sac à l'entrée. Il essayait de passer en douce quelques pieux pour contrer les avis contraires. Messieurs, ravi de vous voir encore debout, ou du moins encore parmi nous. Vous êtes prêts à mordre à nouveau dans le vif du sujet ? Tout à fait, oui. Bonsoir à tous. On va essayer, ouais, bonsoir. Bonsoir. Donc, en tout cas, ravi de vous retrouver pour le second volet de notre saga sanglante. La dernière fois, on s'était penché sur la froideur de Morse et le grand spectacle de Van Helsing, ce film qui pue. Si vous avez raté ça, l'émission est en ligne depuis 3 semaines, alors... avis aux retardataires, allez vite y jeter une oreille avant de vous attaquer à la suite. Donc, pour clore ce chapitre vampire en beauté, on a du lourd aujourd'hui. David ouvre le bal des vampires, lolilol, avec un choix très esthétique. Only Lovers Left Alive, donc de Jim Jarmusch. Et pour finir cette émission, Bertrand va marquer l'histoire du podcast en nous présentant pour la première fois un film québécois. Oh l'accent. Alors, excuse-moi, vas-y Bertrand. Il s'agit de vampires humanistes cherchent suicidaires consentants. Je n'accepterai pas qu'on fasse des accents tout le long. J'ai envie de ça respecter mon propre travail. Ça sera la seule fois. Hostie. Oh, putain. Malgré ces accents douteux, restez bien jusqu'au bout, car si vous êtes sage, Bertrand vous révélera le thème de notre prochaine émission qu'il a minutieusement choisi. C'est cela même. Donc, avant de laisser le micro à David, petit rappel de rigueur. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, on va spoiler comme des gros loups-garous. Alors, si vous voulez garder la surprise, filez voir ces films et revenez nous écouter juste après pour débattre avec nous dans l'espace commentaire. On adore vous lire, même si vous n'êtes pas très nombreux en ce moment. À l'heure, ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. Ne pleure pas. Voyez, vous le faites pleurer. Écrivez-nous. Sur ces paroles dramatiques, on décolle. C'est parti pour l'hypnotique Only Lovers Left Alive. Her third wedding. It looks so young. Give my regards to that suicidally romantic scoundrel. Well, let's hope he's just romantic. Donc, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, film sorti en 2013, écrit par Jarmusch lui-même, avec au casting Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, j'espère que je prononce bien son nom, et John Hurt, pour citer les personnages principaux. Enfin, les acteurs principaux. Alors, toute petite anecdote, parce que je crois que je me le suis pas noté plus loin et je voulais quand même le mentionner, on retrouve Tom Hiddleston et Mia Wasikowska qui se retrouveront pas bien longtemps après dans le cinéma de Del Toro, dans le superbe Crimson Peak. Exactement. Voilà. Et je crois que je me le suis pas noté, c'est pour ça que je le dis là. Voilà. Alors, on va faire d'abord un rapide petit focus sur Jarmusch, et puis ensuite, évidemment, on fera le point pitch, le célèbre. Jim Jarmusch est né en 1953 dans l'Ohio, et réalisateur donc américain. Il est également musicien, plutôt apparenté au cinéma d'auteur, c'est généralement dans cet axe-là qu'on le classe souvent. Il n'hésite pas à aller dans le cinéma de genre à l'occasion.
Il a fait du western avec Denman, 1995, avec entre autres Johnny Depp, Robert Mitchum, dont je crois c'était le dernier rôle au cinéma d'ailleurs. Le film de gangster avec Ghost Dog, La Voix du Samouraï, 1999, avec le bien nommé Forest Whitaker, que je crois Mika aime beaucoup. Ou encore le film de zombies, un peu plus récemment, avec The Dead Don't Die en 2019. Et alors là, je crois que The Dead Don't Die, Quentin et Mika, vous l'avez vu. On s'est voir en salle. Vous l'avez vu en C'est salle, pas ouais, qu'un film de zombies. Oui, alors je l'ai pas vu, Oui. donc là je ne me prononce pas. Je sais qu'il y a du zombie, mais bon voilà. Bah, dis-toi que ta lubie du moment sur les ovnis et les pans, Ouais. il y en a dedans. D'accord, ok. Bon. C'est- Donc, Et il y a c'est- Tilda Swinton. Ah oui, oui, mais ça tu me l'avais dit. Oui, c'est vrai. C'est moins bon film et clairement, j'adore ce film. Mais alors à un point, Ouais. je l'ai revu. Alors je l'ai vu en salle en emmenant les copains. Je les ai emmenés dans un traquenard incroyable. Il y avait mon frère et Adrien avec nous qui, s'il écoute ça, il se reconnaîtra. Je leur ai dit, il paraît que ça va être sympa, c'est du Jarmouche et tout. Complètement pété, ils sont sortis de là en disant mais qu'est-ce que tu nous as montré. Moi j'ai bien aimé. Depuis je l'ai revu, c'est devenu un de mes films doudou. J'adore le délire de ce film, c'est complètement pété. Faut absolument que je le voie. Ouais. Faut vraiment que je le voie. Mais c'est pas bien. Hein. Attention, hein. C'est pas bien. Bah oui, mais il y a des films pas bien qui sont bien. Oui, on l'a vu avant. Et les films bien qui sont pas bien, des films pas bien qui sont. Oui, bref. Ouais. Donc, là, le film d'aujourd'hui qui nous intéresse, évidemment, pour coller au thème de Mika, c'est le film de vampire. Alors, les films de Jarmusch sont souvent assez personnels et Only Lovers Left Alive n'échappe pas à la règle. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'œuvre du cinéaste, ses marottes, etc., on retrouve quand même beaucoup de choses. De toute façon, on va développer évidemment au fur et à mesure. Alors, il propose une relecture à la fois moderne et un rien gothique du mythe vampirique. On va voir ça. Alors d'abord un petit point pitch, alors qui va être assez simple. Hein. Adam et Ève, alors Adam joué par Tom Hiddleston, Ève jouée par Tilda Swinton, sont deux vampires amoureux l'un de l'autre, mais qui vivent reclus, chacun dans leur genre, et surtout éloignés, puisque l'un est à Détroit, aux États-Unis, l'autre vit à Tanger. Tanger. Tanger aux États-Unis. Tanger. Ça c'est Tanger. américain, Bertrand. Oui, Ouais. On est d'accord que Tanger, c'est. Maroc. C'est Maroc. Maroc, Oui, hein, c'est Maroc. c'est ça, hein. Oui, c'est Maroc. Oui, pardon, j'ai pas précisé. Donc ils finissent par se retrouver peut-être au tiers du film à peu près. Ève rejoint Adam à Détroit. Et en même temps, des événements perturbateurs extérieurs, on va dire, les bousculent dans leur tranquillité. Entre autres, par exemple, la sœur d'Ève, qui s'appelle Ava. Voilà. Ève, Tilda Swinton, et Ava, sa sœur. Ava, qui est jouée par Mia Wasikowska. Voilà. Alors, le film n'est évidemment pas le premier à traiter des vampires dans le monde moderne. Mika, dans l'émission précédente, tu nous as parlé d'un film où c'est alors plutôt du point de vue des enfants, mais c'est dans un monde contemporain. Oui. On imagine souvent les vampires dans des vieux châteaux gothiques, etc. Les films de la Hammer, voilà, on a pu l'évoquer aussi. Bon, bah là, on a quand même une sélection finalement assez contemporaine. On le verra avec le film de Van Bertrand. Helsing. Voilà, il y a eu que sur 4 films, il y a que Van Helsing qui a joué une carte entre guillemets classique de l'image vampirique. Et si on montrait du doigt Quentin, tous ensemble, là, Voilà, comme bon, ça. c'est très radiophonique. Tu as ça. suivi Bertrand, C'est- mais t'étais pas convaincu. Non, mais... C'est-à-dire, ce qui me convainquait pas, finalement, c'est que le vampire n'est qu'un accessoire dans Van Helsing. C'est une donnée parmi d'autres. Ah oui, Oui, Voilà. bien sûr, parce que, on l'a vu, c'est Voilà. un tel bordel que voilà. Mais bon, on va pas revenir sur le C'est-à-dire sujet. que, par rapport aux 3 autres films qui sont vraiment centrés sur la figure du vampire et sa C'est vrai. nouvelle C'est interprétation dans un autre contexte. Bah désolé, si le thème m'inspirait pas, j'avais pas trop quoi prendre d'autre. Mais non, mais il était complètement dedans. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, avec le film de Jarmusch, exit les vieux châteaux, les costumes d'époque, le mythe de Dracula, tout ça, il n'en est évidemment point question. Jarmusch plonge ces créatures de la nuit, car ça, oui, c'est bien là, toute l'action du film se déroule de nuit, et pour cause, hein, on a le point de vue d'Adam et Ève tout du long, ce sont des vampires, ils craignent la lumière du jour, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il plonge ces créatures de la nuit dans un monde, alors, par contre, totalement déshumanisé. Les vampires nomment ironiquement les humains les zombies. C'est ce qui est quand même assez parlant. Et en dehors de 2 ou 3 protagonistes secondaires, les rares humains que l'on croise dans le film qui sont soit en train de danser dans la séquence de la boîte de nuit, une séquence finalement assez courte, ce sont
plutôt même des silhouettes, voilà, en train de danser, ou alors ce sont de simples silhouettes sur l'écran de contrôle chez Adam. Ça à 2 ou 3 reprises, alors il y a le gars qui le fournit en matériel, etc., qu'on aperçoit dans la rue, et puis après il y a ces espèces de zonards là autour d'une voiture, il les observe à travers son écran. Voilà, donc les rares humains qu'on croise dans le film. Alors il y a une ou deux exceptions, hein. Le personnage joué par c'est Jeffrey Wright, l'acteur Yes. black, voilà. Qui fait le commissaire Gordon dans The Batman. Voilà. Bon, lui a un rôle un petit peu plus conséquent. On le voit à 2 reprises à l'hôpital lorsque Adam va chercher des poches de sang. Et puis il y a également alors j'ai mangé son nom, le protagoniste qui s'occupe du personnage que joue John Hurt, le vampire que joue John Hurt. À Tanger, j'ai mangé son nom, lui. Le personnage ou l'acteur? Le personnage, non, le personnage. Spoiler, j'ai dit l'un et l'autre. Mais voilà. Bon, peu importe. Enfin, voilà. Ce sont un petit peu les 2 exceptions avec celui qui fournit Adam en matériel, etc., qui lui, pareil, a un rôle plus conséquent. Mais en dehors de ces rares humains, les autres sont totalement désincarnés. Voilà. Je sais pas, genre, je me permets, je sais pas si t'allais le citer vu que t'étais parti sur autre chose. Dis-moi. Mais du coup, l'acteur, le personnage que tu viens de citer, qui aide Adam, du coup, joué par Anton Yelchin. Oui, Anton Yelchin, Voilà, oui, tout à fait. qui du coup est un acteur malheureusement décédé depuis. Mm. Voilà, c'est juste pour le citer. En plus, Oui. comme malheureusement il nous a quitté. Alors David, le personnage que tu cherchais, Oui. c'est Slimane Dazi qui interprète le rôle de Bilal. C'est Bilal. Bilal. Merci Bertrand. Voilà, donc Qui- le que- personnage que- de Bilal. que l'ancien Qui est un de personnage- café ou de- Oui, de- c'est ça. voilà, oui. C'est ça que le personnage d'Eve croise à plusieurs reprises et puis on le revoit vers la fin. Voilà, donc personnage assez intéressant et lui pour le coup qui est totalement incarné, bon, évidemment par l'acteur, mais par l'écriture du personnage. Il existe vraiment, voilà. Mais enfin, en tout cas, les humains ne sont pas particulièrement mis en avant, en valeur ou vivants dans le film de Jarmusch. Je trouve le contraste avec pour le coup la vie qui émane de ces vampires. Enfin, ça offre un contraste assez intéressant. Alors, dans une ville de Détroit désertée, le lieu le plus vivant, finalement, dans toutes les séquences qui se passent là-bas, c'est paradoxalement la maison où vit Adam, dans laquelle il erre, etc., dans laquelle on trouve tout un tas d'objets un petit peu hétéroclites. Il joue sa musique, entre autres, ce qui donne encore un petit peu plus de vie au lieu. Mais je trouve que c'est, même si ce sont des pièces assez sombres, etc., il éclaire assez peu l'endroit. Il s'en dégage quelque chose, voilà, qui est toujours plus vivant que lorsqu'il déambule dans les rues, voilà, que ce soit en voiture ou même à pied, voilà, où il n'y a pas grand-chose qui bouge autour d'eux, voilà. Soucieux de coller aux problèmes contemporains de l'homme, hein, de l'homme de la fin du début du XXIe siècle, puisque le film est de 2013. Donc soucieux de coller à ces problèmes-là, Jarmusch intègre intelligemment le fléau du sida à son scénario. Le sang contaminé par la maladie est néfaste lui aussi aux vampires. Donc évidemment qu'il tue des humains, mais il est également néfaste aux vampires. Le personnage que joue John Hurt en fera les frais. On n'échappe pas aux vampires blasés qui projettent d'ailleurs de se tuer à l'aide d'une balle en bois, mais ce n'est pas spécialement appuyé. Alors ça, c'est plutôt dans la première partie du scénario. A priori, le personnage d'Adam est quand même un brin dépressif. Hein, il n'a pas que la coupe de cheveux qui va bien, hein, le brin avec les cheveux longs, qui joue sa musique, pas forcément fun. Il a également des idées suicidaires, a priori. Sans blague. Voilà. Hein. Peut-être Ah ouais, que un oui. petit côté poète maudit, oui. Voilà, c'est ça. Un petit côté Lord Byron, voilà. Ah ouais, donc, bon. Tu veux dire que les indices comme la coupe, le style de musique, son côté blasé, le fait qu'il a l'air de détester la vie et tout le monde. Toi, je sens que tu vas être désagréable sur ce film. Toi, je sens que tu vas vraiment être très désagréable. Là, en Il plus, est à 2 doigts de dire que Tom Hiddleston est émo. non, mais je veux dire, c'est pas, oui, effectivement, ça. Bon, bref. Non. Voilà. Oui, vas-y. Ah, ben oui, non, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Bien sûr. Voilà. Alors, il est amusant de constater que les créatures de la nuit ont bien plus conscience des dégâts que commet l'homme tous les jours sur la planète que l'humanité elle-même. Alors, d'accord, le point de vue de l'humanité n'est pas vraiment donné dans le film, mais finalement, dans la réalité telle que nous, on la connaît, on déglingue tout autour de nous, et puis bon, la prise de conscience, elle est quand même, sinon lente, en tout cas, très compliquée. Adam en fait plusieurs fois référence dans ses échanges avec Ève ou même parfois avec son entourage. Voilà, il est un peu déprimé, dépité de ce qu'est capable de faire l'homme, voilà, et ce qui renforce son questionnement, qu'est-ce que je fous là? Donc les vampires se posent ici en conscience et raison, qui font évidemment tant défaut aux hommes dans le film de Jarmusch.
Alors, évoquer la vie de créatures plusieurs fois centenaires permet au cinéaste de se faire plaisir au niveau des références et clins d'œil culturels. Bon, Jim Jarmusch, c'est assez connu et quelqu'un de très cultivé, que ce soit dans le domaine de la musique, le domaine de la littérature. Bon, puis de toute façon, quand on regarde son cinéma, c'est un gars qui a une certaine culture, il n'y a aucun problème. Alors là, il se fait un petit peu plaisir avec Only Lovers Left Alive. Ainsi, on apprend que Adam a écrit et fourni à un certain Schubert certaines compositions. C'est dit ouvertement dans un dialogue. Le protagoniste joué par l'excellent John Hurt, le dramaturge Christopher Marlowe, alors qui lui a vraiment existé, a en fait écrit les œuvres attribuées à Shakespeare. Alors là-dessus, Jarmusch appuie un fait historique dont on n'aura jamais probablement la vérité, mais il se dit assez régulièrement que Shakespeare n'a pas écrit les pièces de Shakespeare, que ça a été écrit par d'autres, au pluriel, ou un autre. Bon, il y a une controverse un petit peu ancestrale là-dessus. Il y a régulièrement des écrits qui paraissent sur le sujet. Bon, c'est pas facile de déceler la réalité pour un truc qui remonte à aussi longtemps. En tout cas, Jarmusch, lui, ne prend pas de gants et dit ouvertement que c'est Marlowe qui a écrit les pièces de Shakespeare. On distingue même au détour d'un plan un portrait de Shakespeare avec une petite dague plantée dedans. Alors ça arrive plutôt en fin de long métrage. Alors bon, le portrait de Shakespeare, c'est un des plus connus, en l'occurrence du dramaturge, donc on peut pas ne passer à côté. D'ailleurs, de toute façon, c'est appuyé là aussi par un dialogue. Donc il y a cette petite dague. Voilà, je trouve que le clin d'œil est assez amusant. Dans je crois même que c'est dans la même séquence, on trouve de nombreux portraits d'écrivains, alors de musiciens aussi, parce que je crois qu'il y a Patti Smith, il me semble avoir vu Patti Smith, d'acteurs, de comédiens. Patti Smith, ça peut être là en tant qu'écrivaine aussi. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'elle a écrit aussi, tout à fait. On connaît la musicienne. C'est ça. Mais il y a un peu de tout, parce que alors donc sur ce mur avec de nombreux portraits, on peut y reconnaître Oscar Wilde. Alors d'ailleurs, on peut faire un parallèle entre. J'ai essayé de faire arrêt sur image pour essayer d'en reconnaître quelques-uns. On a Bach. Oui, il doit y avoir Bach. Il y a Gustav Mahler. Il y a. Je pense qu'il doit y avoir Beethoven quelque part. Alors Beethoven, je sais plus, mais bon, c'est bien, tu cites pas ceux que j'avais affichés moi. Mais alors moi, il y a un portrait de Kafka. Un de mes écrivains préférés. Il y a un portrait d'Edgar Allan Poe, un de mes écrivains préférés. Il y a Baudelaire, alors pareil, un de ses portraits les plus connus. Il y a Buñuel, il y a Louis Buñuel, donc plutôt cinéaste. Lui, donc c'est marrant parce qu'il tape vraiment. Il y a Buster Keaton. Toi, Mika, tu l'avais repéré. Bon, je l'ai noté des musiciens. Alors après, je suis moins au fait, surtout quand c'est des portraits un petit peu plus anciens, etc. Bon, t'as cité des noms intéressants, Bertrand. Bon, c'est marrant de voir un petit peu ce who's-who personnel. Oui, sachant qu'il passe son temps à dire qu'il n'a pas de héros, machin, tout ça. Voilà, en fait, ils sont tous là, quoi. Exactement. Donc la culture fait partie intégrante de la vie du couple vampire. Ève, elle de son côté, elle emporte de nombreux livres dans ses bagages juste avant d'entreprendre son trajet jusqu'à Détroit. On la voit mettre plein de bouquins. C'est vraiment en mode mais qu'est-ce que je vais me mettre hop, je vais me mettre des bouquins. Voilà, c'est ça. Alors le film est évidemment plus atmosphérique que narratif. Alors là, je vais peut-être commencer à faire un petit peu le jeu d'un certain Quentin à côté de moi, mais même si y a pas mal de nuances à apporter là-dessus. Bon. Alors, il y a une intrigue dans le film, mais on retient presque plus son ambiance. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu Only Lovers Left Alive, le truc qui m'avait vraiment marqué, au-delà de ce que ça racontait, du jeu des acteurs, etc., c'est l'atmosphère du film. Moi, c'est typiquement le genre de film, c'est le truc qui... Les jours qui vont suivre le visionnage va me faire cogiter sur le film, me faire repasser des passages, etc. Il y a vraiment une atmosphère assez particulière. Alors la photo déjà contribue à embellir le long métrage. Les déambulations de Tilda Swinton dans les ruelles de Tanger sont à ce titre absolument sublimes, avec leurs couleurs orange, ocre, jaune. Une palette de couleurs assez large et qui contraste énormément avec les couleurs plutôt sombres. On est dans des noirs, de vagues clair-obscurs chez Adam. Donc voilà, ça offre une palette assez large en termes de couleurs. La lumière dans la demeure d'Adam, oui, je viens de le dire, confère elle aussi une ambiance feutrée et agréable au lieu. Et que dire de la musique qui vient se greffer là-dessus. Alors la musique, bon, je sais que c'est une des marottes de Bertrand. On n'en a pas du tout parlé avant d'enregistrer le podcast, donc là ça va être un petit peu en direct. Enfin en tout cas au moment où on enregistre. La BO, alors elle est signée Joseph Van Wissem. Alors c'est pareil, j'espère que j'écorche pas non plus son nom. Ainsi que par le groupe Skrull, dont Jarmusch lui-même est membre.
Et n'oublions pas le fantastique passage, vers la fin du film, dans lequel Yasmine Hamdan, compositrice... Ah là là. C'est quelque chose. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Compositrice et chanteuse libanaise, interprète le morceau Al. C'est-à-dire que c'est qui brise quasiment le quatrième mur, parce que c'est réellement elle Oui, qui interprète sa propre chanson. sa propre chanson, tout Et à elle est fait. décrite en tant qu'elle-même. C'est ça, c'est ça. Alors comme Adam, hein, parce que lui c'est son cas, mais moi j'ai été vraiment dans le même état que lui, on est littéralement envoûté par ce moment hors du temps, presque en apesanteur, ce moment précis du film. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un film qui propose une atmosphère bien particulière, qui nous plonge quand même dans autre chose, quel que soit notre quotidien, etc. On plonge dans l'Universe Left Alive, on tombe quand même dans autre chose. Et là, il y a, encore une fois, on replonge dans une séquence à l'intérieur du film qui nous met dans un état encore différent et complètement hypnotisé par cette chanson que je trouve absolument fantastique. Et puis alors, bon, la présence de la chanteuse, la Yasmine Hamdan, est tout à fait raccord avec la chanson. Bertrand, un petit mot sur la musique, la BO. On y reviendra peut-être, mais... L'énorme problème avec ce film, c'est que t'es tellement dans un truc contemplatif que j'ai pas réussi à fixer mon attention sur un morceau en particulier. Mais Moi, il y a des morceaux que je trouve fantastiques. Il Il y y en a un a- qui revient 3 fois. voilà, oui, Que je oui, trouve oui. instrumental. Il y a des motifs qui sont, on est dans quelque chose de très indie rock, voilà, y a pas de problème. Ouais. C'est vraiment ça la cam De Jarmusch, oui. de Jarmusch. Il fonctionne beaucoup avec ça, mais oui, mais c'est à mi-chemin entre quelque chose de très rock, mais avec une manière de l'envisager qui se rapprocherait de l'électro ou de la trance. Je regrette de pas avoir une BO pour me la passer derrière quelquefois, histoire de mémoriser mieux, parce que les sonorités me plaisent, y a pas de problème, c'est quelque chose que je trouve extrêmement plaisant, et ça accompagne très très bien les divagations de ces personnages dans la ville de Détroit, qui n'en finit plus d'être en décrépitude. Ouais. Bah, c'est bien appuyé, hein. Parce que ouais. en fait, c'est la ville témoin de la décrépitude américaine. Donc, quelles que soient les œuvres. Bah, c'est pas un hasard C'est, s'il a placé la partie américaine C'est là-bas. la ville que Ford a construite et qui meurt de cette disparition de l'industrie automobile depuis des années. Voilà, c'est presque devenu un lieu commun, Détroit. Bon, on en parle dans le film avec Eminem, là, tout ça, c'est aussi ça, hein, dont il est question, 8 Mile. Puis non, bah oui, bah la musique, oui, c'est vraiment, il y a le côté illustratif, et en même temps, ça raconte aussi un peu autre chose. Et j'arrive pas à le verbaliser vraiment, mais il y a vraiment l'impression que le morceau colle au visage de Dullston, en fait, Dullston à certains passages. La musique change en fonction de ses humeurs. Ouais. J'ai eu l'impression. Et même ces espèces de légers emportements. Tu vois, ça, il a utilisé ma musique, machin, tout ça. Ça crée des perturbations dans le cheminement du personnage et de la musique. Donc voilà, c'est un travail d'association entre les images et la musique que je trouve très bien, qui m'a beaucoup plu, oui. Ouais, alors voilà, moi, il y a les passages un peu plus arabisants de la musique quand on est à Tanger, que je trouve qui collent magnifiquement. Alors, le morceau qui revient 3 fois, là, alors la 3e fois, c'est pour le générique de fin, et il revient 2 fois dans le film. Donc, ce morceau instrumental, qui fait partie de la musique censément être composée par le personnage d'Adam, qui est extraordinaire, qui revient ensuite dans la boîte. Si je dis pas de bêtises, quand on l'entend pour la 2e fois, c'est le morceau qu'on entend dans la boîte. Moi, j'adore ce morceau, qui est un morceau un peu prog dans sa construction. Bon, là, dès qu'on parle de musique progressive, évidemment, j'ai les oreilles, j'ai des radars. Donc voilà. Mais non, mais ouais, la BO, je la trouve vraiment fantastique. Et alors, pour le coup, c'est typiquement le genre de film où tu retires la musique. Tu retires un élément absolument incontournable du film. Il manque un truc, et c'est plus le même film. C'est plus le même film. Alors d'ailleurs, on a traité il y a quelque temps des films musicaux, et Universe Left Alive, je trouve, aurait très bien collé dans la rubrique, finalement. Parce que même s'il n'y a pas de... alors en dehors de Yasmine Hamdan qui interprète son morceau, il n'y a pas de truc chanté en direct dans le film, voilà. Mais je trouve que c'est un film musical dans son genre. Bah, le film commence par une scène où quelqu'un, enfin du coup le pote de
Tom Hiddleston de Adam vient lui présenter des guitares authentiques. Alors, Ouais. est-ce que les accessoires qui étaient sur le plateau ce jour-là, ce sont les vrais décrits comme voilà, ça serait Est-ce que c'est un intéressant de coup savoir. à la Tarantino avec les huit Voilà, salopards avec le hein. vrai, mais en tout cas, il présente, je crois, 4 ou 5 guitares Ouais, qui oui, sont quelque des chose pièces de musée et Ouais. tout. Mhm. Voilà quoi. Donc, oui, je pense que le film a un lien avec la musique. Voilà, Oui, c'est ça. oui. Bah, puis C'est là, ça. ça ajoute au côté un petit peu cabinet de curiosité que peut avoir cette maison. Tout à fait. Et puis alors, tu parlais du début du film, Quentin, le ton est donné dès la scène d'ouverture, avec les plans hallucinants qui présentent le couple principal, donc Adam et Ève, qui tournent sur eux-mêmes, alors les plans, qui tournent sur eux-mêmes en plongée, on est en plongée au-dessus de chez Adam, au-dessus de chez Ève, et voilà, avec ces plans circulaires, que je trouve absolument magnifiques, pareil, avec un morceau à ce moment-là qui emmène bien, et ça, c'est l'ouverture du film. Là, déjà, pour te mettre dans le bain, je trouve que c'est vraiment pile poil. Mika. Ouais, comme si Jarmusch il voulait t'hypnotiser et te dire mon film est beau, mon C'est- film ouais, est ouais, bien. ouais, il y a un côté. Et figure-toi ouais. que ça a marché sur moi. Voilà, c'est ça. Après, d'un point de vue narratif, ça s'explique par le fait que l'absorption de sang pour ces vampires-là, c'est tout autant un truc nourrissant qu'une espèce de shoot quand même. Oui. Ah bah c'est présenté Voilà. au début du film, c'est présenté comme ça. Ils ont une espèce de béatitude dans Il y les a un traits du flash visage rapide à et partir puis- à partir du moment où ils ont absorbé le sang, tous les Ouais. trois d'ailleurs. Et il y a une qu'il y a ritualisation John Hurt aussi. Il y a une ritualisation aussi. Voilà. Parce Oui. qu'ils sont. Parce que la première fois dans le film que tu comprends que ces personnes sont liées d'une manière ou d'une autre, à part la mise en scène un petit peu, parce que vraiment au début tu vois Adam, tu vois Ève. Tu connais pas leur prénom, tu vois Oui. juste que c'est des gens qui habitent à des endroits très différents, qui ont une vie très différente. Ève rejoint le personnage de John Hurt, ils discutent et tout, et là ils récupèrent du sang et tout, et là la mise en scène s'accorde sur les trois personnages, Sur les et trois, ils boivent tous les trois en même temps, Oui. et ils sortent le même verre. Oui. Ce Oui, Des petit petits verre verres là, absinthe, voilà, là, oui, qui oui, ont oui. vraiment c'est le même accessoire, c'est le même Ouais. truc, et là tu te dis il y a un lien entre eux. Voilà, tu Il y a- comprends. il y a, Voilà, c'est ça. Ils C'est ça. sont, enfin, plus que certainement être tous les trois des vampires, j'imagine. Ils ont un lien. Voilà. Et voilà. Effectivement. Donc oui, réutilisation, donc très drogue, comme si c'était important d'utiliser cet accessoire-là pour boire le sang. Sinon, ça ne marche pas. Alors, on a parfois l'impression que les vampires sont un prétexte pour Jarmusch pour aborder des sujets comme la relation au temps qui passe. Bon, alors, un truc assez récurrent, entretien avec un vampire le traite à sa manière aussi. Voilà, les vampires sont des créatures qui, en théorie, sont immortelles. Donc, bien sûr, le passage du temps, le rapport à la période dans laquelle ils vivent, voilà, ça fait partie intégrante des préoccupations des personnages. Alors, il aborde également le sujet de la création artistique et ses méandres. On l'a dit à travers le personnage d'Hiddleston, qui a fourni par le passé des grands noms comme Schubert, qui là retrouve sa musique utilisée dans la séquence de la boîte, etc. Enfin, ça aussi, c'est abordé. Et puis, ça permet également de poser un regard lucide sur le monde contemporain. Ça, je l'ai évoqué à travers quelques petites phrases tout à l'heure. Le rapport d'Hiddleston, là encore, c'est un petit peu à travers son regard à lui. On a l'impression que Ève est un petit peu plus détachée, qu'elle a les reins peut-être un peu plus solides que lui quant à son rapport au monde qui l'entoure. On a l'impression que c'est un peu elle qui provoque l'équilibre du couple et que lui est déstabilisé. D'ailleurs, c'est elle qui le rejoint. Elle lui dit quand il suggère. Elle se fait pas faire une balle en bois, hein. Voilà. Voilà. Et puis c'est elle qui dit putain, tu me refais le coup. Bon, d'accord, je viens. Avant qu'ils se rejoignent, c'est elle qui va, parce a priori, il ne prend même pas la peine. Tout n'est pas expliqué, mais c'est pas Adam qui va aller rejoindre Ève à Tanger, c'est elle qui va le rejoindre à Détroit. Et apparemment, c'est pour la première fois qu'il lui fait le coup. Bon, voilà, donc on sent bien que le point d'équilibre d'Adam, finalement, c'est Ève. À défaut que ce soit le monde qui l'entoure, si elle n'était pas là, probablement qu'il sombrerait et que la balle en bois, il l'utiliserait. Donc je le disais, le film focalise sur la création artistique, etc., sur le regard porté sur le monde contemporain, et l'originalité, pour le coup, et ça c'est pas systématique avec les films de vampires, mais Only Lovers Left Alive n'est pas le seul à le faire, on n'a pas le point de vue des humains, il est étranger totalement à ce film-là, mais on a le point de vue des suceurs de sang, qui sont les personnages principaux du film. Alors, il est amusant de constater que le passage, pour ne pas dire le plan le plus évocateur de la mythologie classique du vampire au cinéma, c'est le tout dernier du film. L'ultime plan du film, lorsque le couple Adam et Ève
s'approchent de la caméra, mais en fait des amoureux qui sont sur le banc, là, qu'ils observent pendant les 2 minutes qui précèdent, avec leur canine bien visible, bon, ce qui est arrivé 2-3 fois auparavant dans le film, ils sont prêts à mordre. Et c'est marrant de voir que c'est ce dernier plan du film qui finalement se raccroche le plus à la mythologie du vampire qu'on connaît. Voilà, on sent que là ils redeviennent prédateurs, ils sont en train de dépérir à défaut de trouver une quantité de sang suffisante pour se nourrir, et bon ils vont a priori s'en prendre, peut-être pas avec une violence démesurée, mais enfin ils vont s'en prendre à ce jeune couple qui est en train de se bécoter sur un banc pas loin d'eux. Alors, je vais terminer en donnant 2-3 petites pistes sur ce que, d'abord je pense du film, enfin même si je crois avoir été un peu clair dans mon développement, mais et puis pourquoi j'ai choisi celui-là. Alors, quand Mika avait proposé la thématique du vampire, j'avais évacué assez rapidement les titres un peu que je considère comme des classiques. J'ai parlé d'Entretien avec un vampire, qui est peut-être mon film de vampire préféré. Je sais pas si c'est facile de hiérarchiser un genre aussi riche au cinéma. Je sais qu'Entretien avec un vampire, je le place très très haut. C'est un film pour lequel j'ai un énorme amour. J'ai évacué Le bal des vampires de Polanski, qui est un film que j'aime énormément. Ça me paraissait trop facile d'aller vers celui-là. J'ai évacué La Hammer, etc. Et je me suis retrouvé à hésiter entre 2 films que je trouve un peu cousins en termes à la fois de thématique et puis de cadre. Alors il y avait donc Only Lovers Left Alive de Jarmusch d'un côté et puis Byzantium de Neil Jordan de l'autre. Alors Neil Jordan qui a également réalisé Entretien avec un vampire. Alors je suis parti vers des titres moins connus et qui proposaient une approche un petit peu plus originale du mythe. Et je trouve que Only Lovers Left Alive c'est le cas. On n'est pas dans du film de vampire classique. Voilà. Alors c'est une vraie proposition de cinéma ce film-là. Et sa réussite, à mes yeux, tient autant à ses comédiens, que je trouve vraiment fantastique. Alors Tilda Swinton dégage un truc que je trouve à peu près unique dans le cinéma contemporain, que ce soit dans son physique, dans son jeu. Moi, je vois personne qui ressemble à Tilda Swinton, qui dégage un truc comme elle. Je sais pas. Alors bon, là peut-être que c'est renforcé par le fait qu'elle joue un vampire, je veux bien, mais elle dégage un truc strange à la fois, barré. Et en même temps, elle est juste, elle en fait pas des caisses. Voilà, c'est une actrice que je trouve assez fascinante. Elle a un truc, je sais pas si elle est belle, mais elle dégage quelque chose d'absolument dingue. Dans ce film, elle est hypnotique. Ouais, voilà. Jarmusch a réussi. Alors, c'est pas le seul, parce que Tilda Swinton, des films où elle est remarquable, il y en a d'autres. Mais je trouve que là, elle dégage vraiment quelque chose d'unique. Voilà. Alors Hiddleston, moi j'ai énormément de sympathie pour lui. Alors bon, on le sait, il a joué Loki dans pas mal de films du MCU. Je l'ai cité tout à l'heure, il apparaît dans Crimson Peak, qui est un film que j'affectionne énormément de Del Toro. C'est un mec que je trouve assez beau. Et là, Jarmusch a accentué ce côté séduisant, même si ça n'est absolument pas un truc dont il se sert dans le film, parce qu'il est marié à Eve. À aucun moment il y a même avec la sœur, comment elle s'appelle ? Ava, merci Quentin. Même avec la sœur, à aucun moment il y a d'ambiguïté. De toute façon, il peut pas l'encadrer, sa belle-sœur. Donc, les rapports sont très compliqués. Il y a vraiment pas de, il ne joue pas de ce côté séducteur qu'il pourrait avoir, ou artiste maudit, ce qu'on veut. Mais voilà, ils sont, c'est un beau couple. Ils sont à la fois pas complètement assortis physiquement et en même temps, c'est absolument pas déconnant qu'ils soient ensemble. Ils sont vraiment. C'est un couple un peu unique, je trouve, dans l'histoire du film de vampire. Alors, moi, les qualités du film, elles sont du côté des comédiens. Elles sont, alors je l'ai dit, l'esthétique, moi je la trouve vraiment formidable. C'est un film que je trouve extrêmement beau. Alors, il y a des films qui sont beaux parce que extrêmement travaillés, avec des éclairages particuliers. Le cinéma de Del Toro est beau parce que il bosse avec des Dan Lawson, des gars comme ça. Là, le film de Jarmusch, il est beau, mais de manière simple. C'est-à-dire que c'est pas... il cherche pas à en mettre plein la vue parce que c'est souvent assez sombre, c'est souvent... Voilà, il y a pas de décor spectaculaire, mais le film est beau. Juste beau. Voilà, dans sa simplicité. Et puis, alors bon, l'ambiance musicale, on va pas y revenir, Bertrand en a parlé, je l'ai évoqué, mais voilà, moi, la BO m'a vraiment énormément plu. Le premier visionnage du film avait été une expérience assez unique, d'autant que je ne m'attendais pas vraiment à ça, puis je n'étais pas un fin connaisseur du cinéma de Jarmusch, j'en ai pas vu énormément de ces films, en fin de compte. On est à la croisée du cinéma de genre, du cinéma d'auteur,
parce que c'en est un peu quand même, formellement et même un peu dans le fond, et puis du cinéma tout court, Jarmusch nous invite de la plus élégante manière à pénétrer dans son univers, et on aurait bien tort de refuser la proposition, vu le film auquel ça aboutit. Alors moi je suis totalement d'accord avec toi, tu vois David. Moi j'ai vraiment pris une petite clacasse, voire une énorme clacasse dans la mouille quand j'ai vu ce film. Alors bon, tu as parlé du fameux plan circulaire au début en contre-plongée sur les deux personnages de Tom Hiddleston et Tilda Swinton. Excuse-moi, je me permets juste en plongée. La contre-plongée, c'est quand t'es J'ai dans dit contre-plongée. Ah, il a dit contre, putain, j'ai pas enlevé. Oui, contre-plongée, c'est quand Désolé, tu c'est pars pas du du tout ce que c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais du coup, merci Quentin. C'est une insulte au cinéma. Pardon, non, c'est Attention. ton film Van Helsing qui est une insulte au cinéma. Oui. Bref, donc J'ai dit oui et je l'aime quand même. Moi, ça a eu pour effet, comme je le disais tout à l'heure, de m'hypnotiser un petit peu. J'ai été hypnotisé par ce film, par ses acteurs, donc Tom Hiddleston et Tilda Swinton. Mais pas que. Je vais pas dire John Hurt, parce que bon, John Hurt, il joue et t'as juste à fermer ta gueule et regarder à peu près comment on fait l'acteur. Voilà. Jeffrey Wright, moi j'aime bien ses petites interventions parce qu'elles viennent là un petit peu en mode vas-y, maintenant respire un petit peu avant de retourner dans le dur, dans le drame. Voilà, ça. Une petite bouffée d'air frais, ce personnage. J'aime bien le sursaut. Enfin, il a un truc marrant, un petit truc. Il y a un petit ton comique dans ces scènes, effectivement. Oui, ouais. La dernière, là, où il se regarde, genre. Tu peux, il sous-entend qu'il aime pas la lumière ou qu'il pourrait. Voilà, genre. Il l'appelle toujours par un nom de médecin à la con qui fait référence à un truc de science-fiction. Oui. C'est ça. Dr. Faust. Ouais. Et lui, c'est Dr. Watson. Oui. Entre parenthèses, son badge, c'est Dr. Watson. Voilà. Il y a une allusion à Dr. Fulham pour dire Dr. Strangelove. Enfin bon, bref. Et Mia Wasikowska, je l'ai bien dit. Bah, je crois que c'est ça, oui. Je l'ai bien dit. Donc moi, je l'avais vu que dans Crimson Peak et dans Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai, elle fait les deux. Ouais. Oui, donc des jeux très différents de ce qu'elle interprète là, mais force est de constater qu'elle l'interprète vraiment trop bien, parce qu'on sait que elle interprète une petite vampire un peu pourrie, dégatée. Enfin, son personnage le sous-entend, en tout cas, quand elle veut quelque chose, il lui faut, et en général, elle l'a. Mais en fait, elle a une bouille, elle dégage un truc qui te dit vas-y pas, mais tu y vas quand même si tu le sais, tu vois. Est-ce que je suis amoureux, peut-être Non, mais elle nous hypnotise, entre guillemets. Et le mot hypnotise va revenir souvent dans ce que je vais dire, parce que je le trouve vraiment très hypnotisant, ce film. Voilà, donc l'esthétique et les décors, bon, bah, je vais pas revenir sur ce que tu as dit. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, la beauté classique et sans pas grandiloquente comme on peut le retrouver dans Crimson Peak, qui est très très beau, que je trouve magnifique. Et ben moi, cette beauté me parle peut-être un peu plus, ce qui fait que je trouve qu'il est plus beau que Crimson Peak, même s'ils ne sont pas très comparables, puisque ce n'est pas la même beauté. Voilà. L'esthétique est plus réaliste dans Lovers Left Alive, effectivement. En fait, c'est à chaque fois, tu peux mettre pause, et en fait, à chaque fois, c'est un tableau. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a pris une des scènes de son film pour faire l'affiche. Genre, il a juste fait pause et il a fait. Ah, moi, j'adore l'affiche. Hein. C'est magnifique. Et vraiment, là, tu regardes l'affiche, tu regardes le film, on t'a pas menti. T'as pas menti. Cette maison en décrépitude où il vit, alors, c'est un peu pourri partout, mais il y a du foutoir partout, mais tout a l'air. Pourri, mais t'as envie d'y être. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bidouillé de partout. Il y a son espèce de truc de face appel, là, son appel en facecam, là. Ah, oui. Un peu bizarre, où il triture des trucs et tout. Je trouve ça cool, c'est bien. Après, bon, bah, que dire de Tanger, quoi. Les plans, c'est des tableaux, là aussi. Ouais, Détroit, quand il déambule dans Détroit, bah, c'est fantomatique, il n'y a personne. Mais par contre, mais c'est pareil, t'aurais envie de t'y balader, alors que c'est pas Rome, c'est pas, tu vois. Un petit côté urbex, oui. Voilà, c'est ça. Et attention au puits d'acide.
Ah oui, ça faut faire attention. L'ambiance sonore, tu t'en as causé, mais bon, ça fonctionne, voilà. Et après, on va parler un petit peu du scénario. Adam et Ève, ça se voit comme le nez au milieu de la figure de Depardieu. C'est une référence, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, du coup, c'est pas anodin, parce que, du coup, on a tout ce truc de les humains, il les voit comme des zombies, il est blasé. Il y a cette parole du personnage de John Hurt, c'est après avoir détruit la planète, ils se détruisent eux-mêmes, ou alors ils se sont pollués eux-mêmes, je sais plus ce qu'il dit exactement. Mais il y a comme un truc ils s'appellent Adam et Ève, ils sont là depuis le début, ils ont tout vu, et ils sont spectateurs de tout. Et du coup, Tilda Swinton réagit différemment, elle est plus dans la compréhension et tout, et Tom Hiddleston est plus dans... c'était quand même vachement mieux avant. Enfin, il y a un petit... Il y a ce petit côté. Pas franc de collier, mais il y a vraiment ce truc de... C'était peut-être mieux avant, je me sentais mieux avant. Bon. Oui. Et du coup, moi je trouve ça vraiment cool. Et du coup, tu comprends pourquoi Tom Hiddleston est déprimé, parce que lui, il a vu toute la déchéance. C'est-à-dire qu'il a vu que l'être humain pouvait être un truc formidable. Et il a vu la déchéance. Et puis en plus, il habite à Détroit. Vous avez fait l'historique de la ville. C'est pas anodin. Voilà. Ensuite, il y a cette espèce de rythme qui est très lent, très posé. C'est juste des échanges entre lui et sa femme quasiment tout le temps. Et en fait, ça te laisse le temps de philosopher avec les personnages. Et ça, c'est cool. Tu réfléchis. Et même si y a un truc qui te fait penser que Jarmusch veut te faire sous-entendre que c'était mieux avant, et non, parce que moi je trouve que la fin, elle arrive au bon moment, on a l'impression que c'est très abrupt, ça l'est, mais c'est très justifié parce que justement Tom Hiddleston décide de se nourrir, donc il a totalement abandonné l'idée de se tuer, et du coup, parce qu'il voit la beauté de l'humanité, même si elle est minime. Et ça, je trouve ça vachement bien, super intelligent. Après une happy end, on va peut-être pas pousser, parce que c'en est pas forcément une, parce que les deux autres, alors ils décident de les transformer, pas de les tuer. Oui, ils parlent de les transformer, oui. Voilà. Après, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le film, mis à part que j'ai adoré. Moi, j'ai adoré passer, c'est combien, 2 heures ? Il fait 2 heures, je crois. 2 heures avec ses personnages à traîner. Ok. Bertrand, du coup, tu veux enchaîner ? On a déjà bien détouré les choses. Hein. Je me suis bien laissé emmener. Voilà, les acteurs sont très très compétents. Ils sont dans un cadre où apparemment ils sont à l'aise. Ils peuvent s'exprimer, donc c'est cool. J'ai pas vraiment vu le temps passer non plus. Après, l'avantage quand même de ce genre de film-là qui accorde pas une place, je dirais, prépondérante à une intrigue au sens strict, au sens strict avec un objet à trouver. Oui, j'ai dit que c'était pas machin, super narratif. Voilà. J'ai pas dit que ça racontait rien d'ailleurs, hein. Voilà, Loin de là. Mais c'est pas ça super permet narratif. quand même de s'affranchir vachement de toutes ces contraintes-là, justement, de suivre. Donc, tu te retrouves un peu dans le même état qu'eux, dans une espèce d'entre-deux, pas de léthargie, mais tu absorbes l'énergie du truc comme eux la ressentent, je pense. Et du coup, moi, c'est une expérience que j'avais pas anticipé, que j'ai trouvé assez cool, ouais. Merci les gars. Toi, je sens que je vais pas te remercier, toi. Vas-y, Quentin. Alors, c'est mon tour. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Déjà pour l'historique, faut savoir que c'est un film dont j'entends parler quand même depuis longtemps. Tu disais, David, que du coup t'as choisi un film un peu plus méconnu.
Je me rends pas trop compte, j'ai pas l'impression qu'il soit si méconnu que ça quand même. Ah bah c'est pas, non, c'est pas, et- il est pas oublié ou quoi, ou qu'est-ce. Mais, Après, quand tu parles de films de vampires, est-ce que c'est un des 10 titres qui te vient à l'esprit tout de Alors, suite? Je suis pas sûr. Peut-être Mais, pour le commun des mortels, non. Après, les pour cinéphiles, oui, ça se les gens un discutait peu peut-être plus versés dans l'art du cinéma, je pense quand même que c'est un titre qui vient assez vite. Mais puis parce qu'il a une sacrée réputation quand même. Donc moi, ça fait longtemps que j'entends parler, ça fait longtemps que je me dis ouais, faut que je le regarde et tout. Et en plus de ça, toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu m'en parles depuis quasiment qu'on se connaît. Je pense on a dû en parler à un moment. Oh bah, ou à un autre. alors c'est plus récent que ça parce qu'en fait je l'ai découvert, c'est grâce à l'ami Renaud. Renaud, si tu nous écoutes Ah oui. et normalement tu le fais, bah, je te salue. Il m'avait passé le Blu-ray. Ah Je l'ai vu pour la première fois il y a peut-être 2 ans. ah oui, c'est Grand tout. max. Ok. Ah mais c'est que tu nous Allez, avais 2 ans et demi, je sais pas tu nous exactement. avais pas En fait, mal. je l'ai vu 3 fois là. Bon, la 3e fois pour le podcast. Je l'ai vu 3 fois en moins de 3 ans. Ok, Alors, on va d'accord. dire ça. Allez, Ok. 3 fois en moins de 3 ans, je pense. Ok, d'accord. Mais en tout cas, je sais que tu m'en parles. Enfin, je sais que tu en parles depuis que tu l'as découvert. Tu nous en as parlé, etc., etc. Voilà. Donc ça m'avait en plus un peu donné envie, même si je suis pas du genre à attendre trop et à, voilà, monter un truc. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'en attendais un petit peu. Enfin, je sais pas si ça m'a joué dans le truc, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que bon, déjà, il y a des points qui moi me laissent de côté. Tout ce qui est rock prog, trucs comme ça. Moi, l'ambiance musicale m'accroche pas parce que c'est pas le genre de musique qui c'est un peu trop planant. Tout l'esprit un peu planant du film ne m'a pas accroché. Le mood en fait du film m'a pas accroché. Il y a un espèce de miracle qui s'est passé parce que je me suis pas fait chier factuellement puisque j'ai pas vu le temps passer. Comme tu disais, on voit pas le temps passer. C'est vrai que les 2 heures je les ai pas trop vu passer, mais je me suis fait chier. J'ai passé 2 heures à me dire quand est-ce que le film se lance, parce que comme tu disais il y a pas une intrigue extrêmement développée et bah ça m'a posé problème. Vraiment, j'ai passé 2 heures à me dire mais où va ce film, qu'est-ce qu'il essaye de raconter. Et oui, des petits débats philosophiques et tout qui sont intéressants. En plus il y a des points que j'aime bien. Mickaël, tu disais le clin d'œil à Adam et Ève. Je me demande même si moi je me suis même posé la question, est-ce que du coup dans le lore de cette histoire, est-ce que Adam et Ève c'est pas eux qui, enfin ces 2 vampires seraient pas à l'origine du mythe d'Adam et Ève même biblique quoi, genre est-ce que ce serait pas vraiment eux et que c'est un peu genre au final les parents un peu de la philosophie humaine qui après ont été suivis et tout. Peut-être, pourquoi pas. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire on prend les vampires, ils sont immortels et en fait c'est Adam et Ève et ils ont un regard sur qu'est-ce qui est devenu l'humanité aujourd'hui, etc. Et de ce point de vue là, au niveau philosophie, c'est intéressant, mais j'ai pas envie de dire que ça en fait pas un film, mais j'étais un peu dans ce truc là. Et je devrais pas être si surpris parce que Jarmusch, c'est mon 3e film de Jarmusch que je vois. J'ai vu aussi Deadman et The Dead Don't Die du coup. Alors les 3 films sont chelous, lents. Jim Jarmusch, j'ai l'impression que c'est toujours lent. Deadman, j'avais adoré, je l'ai pas revu depuis très longtemps, depuis 8 ans, un truc comme J'ai ça. plus de mal avec Deadman, moi, tu vois, pour le coup. C'est un des quelques-uns que j'ai vu, mais j'ai plus de mal avec Deadman. Alors j'avais adoré à l'époque. Alors déjà c'est Neil Young à la musique et il me semble que c'est quand même plus proche d'un rock classique que du rock prog et du coup ça me plaît plus de mémoire au niveau de la musique. Et puis c'est vraiment tout le long du film, hein. Neil Young vraiment dans Deadman c'est très prononcé, la musique est vraiment tout le temps là. Et de mémoire j'avais beaucoup apprécié. Après en vrai ça me fait peur de le revoir, j'ai peur d'avoir la même chose là parce qu'en fait je me demande si avec le temps le cinéma de Jim Jarmusch m'emmerde pas un peu. Le côté très complètement what the fuck qui est un peu, parce qu'il y a même du 4e mur qui est brisé dans Dead Don't Die, du coup ça il m'amuse ce film là, mais j'ai l'impression que pour les films plus classiques de Jarmusch vraiment j'arrive pas avec le rythme et tout. La mise en scène est bien. Alors il y a quand même des points que je peux dire. Alors je suis tout à fait, j'ai pas commenté sur le moment mais je suis tout à fait d'accord, j'aime beaucoup les décors, je trouve le film très joli, ça c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord. L'appartement en particulier, l'appartement de Adam m'a vraiment fasciné. Les décors à Tanger aussi, mais c'est surtout le décor lui-même de l'appartement d'Adam qui est cool. Alors là vous avez pas l'air d'avoir tiqué à ça. Moi j'ai complètement bugué, genre c'est quoi le délire avec de la balle en bois? Les balles en bois. Eh ben c'est l'équivalent d'un pieu. S'il se tire une balle normale, elle va rien lui faire, alors que s'il se tire une balle en bois dans le cœur, c'est je comme croyais que c'était les trucs en mini-pieu, argent. si tu veux.
Non, Non, c'est les Alors ça, loups-garous. c'est les les loups-garous, loups-garous. ça. Les balles en argent, c'est les loups-garous. Mais la Ah. balle en bois, si tu veux. Bah, d'ailleurs, j'aime bien moi, tout le descriptif quand il lui demande à Ouais, Yelchin, ouais. là, enfin, le personnage joué par Yelchin au début, quand il lui donne tout le descriptif de la balle en bois, de non. Tu peux répéter les derniers mots? Adam Ouais, reprend ouais. son explication en lui redonnant le truc. Moi, je trouve ces passages absolument géniaux. C'est Oui, une non, c'est- sobriété exemplaire, mais j'aime bien le côté insolite du truc. L'autre, il est en train de lui décrire un bois particulier qui a une densité particulière. Enfin bon, bref. Pour se tuer. Et pour se tuer, Et voilà. en fait, il en fait un truc marrant, entre guillemets. Oui, ouais. Comme quand Ava boit son pote, il regarde, fait Ouais. T'as bu Billy Ouais, c'est ça. T'as bu, hein. Et du il est coup, blasé, quoi. d'un truc dramatique, il t'en sort un truc marrant. Oui, Moi, c'est vrai, j'aime que j'avais bien. pas mentionné ça. Ouais. Ouais, moi je trouve ça. Alors, ça peut paraître. Je trouve ça cool. Voilà, moi je suis désolé, mais de toute façon j'aime ce film. Vas-y, Oui. Quentin, continue. Non, mais je comprends. Mais en vrai, l'acting, enfin les prestations des acteurs est vraiment cool. L'ambiance est cool. Je comprends totalement que ça puisse fonctionner musicalement en plus. C'est assez particulier. Voilà. Mais j'ai même du mal à comprendre un peu ce qui fait que, parce que quand tu regardes les sites de notation, choses comme ça, en général, Only Lover Left Alive est dans le top 2, 3 en général des films les plus appréciés de Jarmusch. Je me dis je trouve ça assez curieux même qu'il fasse autant l'unanimité, tellement je trouve qu'il se passe pas grand chose, et le seul moment où il se passe vraiment un élément perturbateur qui arrive, c'est la sœur quand elle se ramène. Et j'avais un peu d'espoir quand il y avait cette histoire où ils disent on a tous fait un cauchemar sur Ava et tout. Je me suis dit ok, ça va être un personnage un peu genre pas plus sombre, un peu genre peut-être que du coup s'ils ont pas envie de la voir c'est parce qu'elle est problématique. Eux ils ont trouvé la paix dans, et donc oui effectivement elle est problématique et c'est le chaos dans leur paix, mais parce que c'est une ado casse-couille. Et bah dans la vie j'aime pas avoir une ado casse-couille qui me casse les couilles. Bah dans le film pareil, je l'ai trouvé insupportable du début à la fin où elle était là. J'étais là mais virez-la, cassez-la, mais genre pourquoi vous, elle m'a insupportable. Genre en fait je me suis même attaché au Billy là. Billy Oui, le personnage est attachant. le lui. personnage Ouais. est attachant. Ouais. Alors, Et- clairement, j'ai dit Billy parce que j'avais pas d'autres prénoms en tête. Hein. Ah, C'est pas son Ah prénom. bah pardon, je sais plus comment il s'appelle. Je t'ai cru moi. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Il s'appelle. T'as vu Billy, d'accord, c'était pas Billy. Très, très marrant. Mais bref, le personnage était attachant et je me suis dit, mais si vous vous êtes débile ou quoi? Elle a l'air complètement incontrôlable. Si vous la laissez dormir, quand elle dit je reste un peu avec lui et puis après on va se coucher, évidemment que le lendemain elle va l'avoir tué, genre. Et du coup elle l'a tué, genre. Voilà, ça m'a pas beaucoup surpris. Je me suis pas fait chier, mais un peu fait chier. J'ai pas été pris par le truc, et vraiment à la fin du film, le générique est arrivé, je me suis dit ok, et ben je comprends pas. Et surtout ce qui m'a un peu rendu curieux, c'est le fait que genre tout le monde m'avait tous dit regarde ce film, tu vas adorer. Bah je sais pas pourquoi vous avez tous pensé ça, hein. J'aime pas le rock prog, j'aime bien les films où il se passe des choses, et là je trouve qu'il se passe pas grand chose et que ça Ouais, raconte... pourtant, ça raconte plein de trucs. Hein. Non mais ça, Alors, ça raconte mais sur un plan philosophique. Mais voilà, mais moi je trouve que le film raconte plein de Oui, choses. alors ça Il raconte... est pas très narratif dans l'absolu. Alors ça, c'est pas trop discutable, mais Oui. il raconte plein de trucs. Oui, il raconte plein de trucs. Et alors il y a un point que à la Oserais-je fois dire j'aime... qu'il raconte plus de choses que Van Helsing qui Ah, n'arrête mais pas clairement. pendant 2 heures. Ah non mais je suis... Ah mais je suis... Si, ah, je suis très d'accord là-dessus. Je pense. Mais je pense que Mais t'as voilà. totalement raison. Simplement, c'est pas du tout la même façon de communiquer c'est sûr, et le c'est même sûr, axe. c'est sûr. Et moi, j'ai quand même un peu ce truc de j'aime bien regarder un film où il se passe des trucs. Je dis pas que j'aime que les gros films d'action bourrins et tout, bien sûr, on l'a vu. Ah non, quand même, t'aimes voilà. pas que ça, Mais ça, c'est là, en sûr. l'occurrence, on est trop sur un film philosophique qui et même ce dont tu parlais avec tous les clins d'œil, avec tous les clins d'œil faits. Alors en fait, il aurait écrit pour tel machin et tout. Et quand il en cite 2-3, je me dis ah ok c'est rigolo, puis je vois parce que du coup ils sont immortels, du coup bah ils ont connu certainement tel auteur et puis machin. Et il y a un petit point, oserais-je dire, que je trouve qu'on va un peu jusqu'à de la branlette. Où il va citer plein d'auteurs et plein de machins. Ah, je connais, et puis lui, en fait, il était gentil, puis lui, c'était un con. Et là, c'est un peu rigolo, mais ça me mène pas à grand chose, je trouve, à part juste
la réflexion sur comment ils sont immortels, ils ont connu plein de choses et tout. Alors, C'est- à mon avis, c'est un truc très factuel. C'est pas parce que t'es immortel que t'es forcément intéressant. Ah, mais bien sûr. Voilà. C'est à la base, c'était quand même des gens. Oui, voilà. Non, mais voilà. Ah, ils ont peut-être des mauvais mais côtés du coup, aussi. ce que ça raconte m'a vraiment laissé de côté. Non, mais quoi. après, mais je comprends. on peut pas critiquer ta position. Ça m'embête parce que je pensais que t'aimerais, tu vois. Je me suis planté, mais c'est vrai que je peux pas te dire, t'as tort de penser ça. Oui, Je le regrette, mais je ne peux pas te dire que tu as tort. Oui. Moi, je pense que tu as tort de le regretter parce que ça Non, mais ça m'embête. n'apporte Ça strictement m'embête rien. parce que Quentin, j'ai la prétention de pas trop souvent me planter sur il Certes. va aimer, il va pas aimer un film. Comme quoi, Mais oui, il est mais infaillible, et puis heureusement d'ailleurs. Là, tu vois, Mais- il est en train de s'affranchir de ton, de ton, Non. De son joug. Voilà. Mais non. Et là, je veux dire, il attendait qu'une occasion justement de te la retourner. Mais non, mais voilà, bon, c'est dommage. Ça Bah m'embête non, un tant peu. pis, mais Ça m'embête un peu. Mais après, oui, voilà. à voir plus tard avec le temps. J'ai pas eu le temps là de regarder d'autres films de Jarmusch et j'avoue que j'étais pas trop dans l'esprit. Bah, je suis pas sûr voilà. que ce soit le moment. Celui-là, Mais- t'as pas enthousiasmé. Mais je suis. Si c'est pour t'en rebouffer un derrière qui te donne la même impression, Ouais. c'est même des coups à te dégoûter pour un bout de temps du cinéaste. Bah ouais, je suis pas certain. casse-gueule, Mais, c'est casse-gueule, mais du mais- coup, je suis pas certain que ce soit un cinéma qui soit trop mon style. Deadman qui m'avait foutu une claque il y a 7-8 ans. Après, j'étais plus jeune, je commençais à découvrir le cinéma et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas un peu me gonfler? Ouais. En fait, il y a un peu ça. Pour faire très simple, je trouve que ça m'a un peu gonflé. Mais comme j'aime quand même le cinéma et j'ai quand même un regard dessus, je reconnais tous les points forts que vous avez validés. Et globalement, je suis d'accord avec tout. Simplement, Oui, voilà. t'as pas vu le film comme ça. Ouais. Voilà, t'as Mais- pas perçu Et les j'ai mêmes pas du choses. tout eu ce truc de hypnotisant. Je suis même assez. Honnêtement, je suis vachement surpris que tu aies autant aimé Michael. Ah bah pour le coup, En j'aurais fait- pas parié sur Mika, Ah, mais- que Mika a aimé, j'aurais pas parié, tu vois. Sur non que ça plus. t'ait intéressé, Là, je me alors, suis ça planté fout. sur toute la ligne. Ce qui est rigolo, et promis, c'est pas une attaque personnelle, Quentin. Oui. Ce que tu reproches à ce film, je le reproche à Lost in Translation. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Ah. C'est rythme lent, qui raconte pas grand chose, qui et en plus l'adolescente, on se la tape pendant une demi-heure de film. Non, en plus. Là, Oh, Scar- ouais, elle est Scarlett pas là très longtemps, Johansson, hein. qui est quand même, qui est dans la bourgeoisie au possible, bah, elle s'ennuie. Ah bah, il n'y a pas plus détestable que ça, quoi. Mais c'est bizarre, Oui, mais si tu c'est veux- étonnant de. Alors, Alors, c'est pas du on va- tout les mêmes films. C'est Oui, pas du puis tout les mêmes c'est- films. Non, mais par Mais- contre, ils ont un point commun. Il- Ce sont des films pas hyper narratifs, aussi bien le film de Sofia Exactement, Coppola ouais. que le film de Jarmusch. Et le problème de ces films-là, c'est que c'est des films où c'est comment dirais-je, alors, tous les avis sont subjectifs par définition. Oui. Mais la subjectivité, le ressenti, l'émotionnel, il y a tout un contexte, tout un background qui est personnel à chacun, qui joue vachement sur ces films-là. Un film qui te raconte une putain d'histoire bien construite, si elle est bien construite, il n'y a pas de raison que 9 personnes sur 10 ne l'aiment pas. Un film comme Only Lovers ou comme Lost in Translation, qui sont des films, je le redis, assez peu narratifs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des Et films qui te prennent par la main. Eh ben, C'est à toi voilà. de te faire Et le ton problème, chemin. c'est que si t'es pas dans le mood, si l'alignement d'étoiles est pas parfait, au moment où tu regardes le film, qu'il y a un petit truc qui fait que tu vas pas être réceptif à cet élément-là que te propose le film, et du coup, ça va un peu polluer la manière de l'appréhender. Et bah du coup ça passe pas. C'est des films où le ressenti, comment dire, l'émotionnel, j'ai pas le terme forcément exact, mais les sensations que vont Le déclencher le cœur film. prend le pas sur le cerveau. Voilà. Alors on pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire que voilà, Je tu suis vas un pas. poète. Oh quelle histoire. Oh, putain, c'était bien goupillé. Je me suis fait surprendre. Non, c'est des films. Atmosphériques. Alors atmosphériques. atmosphérique. Ça veut pas dire grand-chose et en même temps, je crois que ça résume un peu. Ce sont des films atmosphériques avec une ambiance C'est machin. le sensoriel peut-être que tu comprends. Le sensoriel. Voilà. D'accord. Bon bah ok. si t'es pas dans le mood à ce moment-là de ce film-là, c'est hyper en fait c'est des films hyper casse-gueule. C'est des films hyper casse-gueule parce que ça passe ou ça casse. Et il peut avoir toutes les bonnes raisons d'être bien le film. Quentin il l'a dit. Oui c'est beau. Oui d'accord les acteurs sont bons. Oui d'accord je comprends ce que ça veut raconter. Oui pardon. Je suis pas j'ai pas été réceptif au film. Bah, ça tient juste à ça. Il n'a pas été réceptif au film. C'est vrai que c'est compliqué. Lost in Translation, ça a fait la même chose avec toi. Bon, Ouais. on fait pas un podcast sur celui-là aujourd'hui, Oui. mais finalement, ça tient à rien des films comme ça. Et puis, je pense que t'es sur une espèce de corde raide et ça peut pencher du côté, oh, c'est génial, comme du côté, je me suis fait chier.
Alors, c'est génial, c'était pour moi. Je me suis fait chier pour Quentin. On a vu le même film. C'est juste que moi, tout était parfait pour que ça me plaise. Quentin, ok, je vois les qualités, mais ça m'a pas parlé. Point. Je sais pas si j'arrive bien à exprimer le truc. Non, mais c'est des films compliqués à appréhender, je pense. Plus compliqués qu'un film policier avec une intrigue début, milieu, fin, ou une comédie romantique, début, milieu, fin, narration classique, où là, t'aimes bien l'histoire, t'aimes pas l'histoire, et puis c'est réglé. Là, c'est plus compliqué que ça. Je suis d'accord, voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Tu vois, quand voilà, même. Alors, on ne fait pas un podcast sur ce film-là, donc effectivement, mais je serais quand même un peu plus nuancé sur Lost in Translation, parce que je trouve c'est quand même assez clair. On sait que c'est un film que t'aimes. Oui, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est pour ça que je le cite. Oui, voilà. Mais du coup, c'est je comprends quand même un film fait, qui raconte une histoire de A à Z, quoi. Il y a un personnage, il reste 2 semaines au Japon et on le suit depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ses rencontres, en l'occurrence la rencontre principale, et puis c'est pas super narratif non plus. C'est pas super narratif. Tu vois, moi je le mets un peu dans. Je ne dis pas que les films se ressemblent. Non, mais c'est vrai. Le rapprochement de Mika, je le comprends tout à fait. Voilà. Je vois ce qu'il veut dire. Voilà. Mais c'est que il y a un développement narratif que je trouve un peu plus accrocheur. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être personnel, mais c'est le simple. Tu parlais de comédie romantique. On associe souvent le côté comédie à romantique. Là, en l'occurrence, pour le Synchron Station, il n'y a pas beaucoup de comédie, mais c'est un début de romance. Enfin, c'est une histoire d'amour naissante, donc c'est un procédé narratif qui, dans l'idée, est plus souvent accrocheur. Là, ils sont déjà en couple. C'est juste les errances d'un couple. Avec leur sœur casse-couille. J'avoue que. Sœur casse-couille. Ah non, je suis désolé, moi. Sœur casse-couille qui a bu le personnage qui s'appelle Yann. Yann, elle a bu Yann. Elle a bu Yann. Non mais voilà. Oui, c'est ça. Merci Bertrand. Ouais, quand elle est apparue, j'ai eu un espoir, mais qui est retombé comme un château. Là comme ça, j'ai fait. C'est pas possible. Comment on est vraiment aux opposés du spectre tous les deux sur ce film. Ah ouais, moi quand elle est apparue, j'ai fait. Ah en fait cette menace c'est juste une petite sœur casse-couille. Bah en Super. fait moi j'étais là, je comprends Yann. Tu comprends Yann. Ah de la trouver. C'est enfin je l'ai dit 25 fois mais hypnotique quoi. Enfin il y a tout ce côté où je sais pas, elle dégage un truc que elle a un truc d'impertinence, mais tu sais que genre en fait moi je me suis attaché aux 2 personnages principaux, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup leur relation et c'est un grain de sable là-dedans, et en plus ils le savent l'un comme l'autre que c'est un grain de sable, et ils l'ont viré de leur vie il y a 90 piges pour ça. Et elle réapparaît, et à la première phrase qu'elle réapparaît, même sans savoir ce qui s'est passé il y a 90 piges, tu sais toi en tant que spectateur qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours comme elle était, qu'est-ce qui a posé problème il y a 90 piges. Et je sais pas pourquoi, ils se disent allez, on va. Alors Adam n'a pas envie, juste il suit ce que dit Eve, et Eve elle lui dit mais vas-y, elle a peut-être changé depuis 4 Oui, puis c'est sa sœur. Bon, voilà. Puis c'est sa sœur, voilà. C'est ça. Ah oui, parce évidemment, que lui, il a vraiment pas envie. Elle vient foutre la merde avec des petits moments un peu comiques, ou le fameux classique dans une scène comique de un personnage qui demande quelque chose à quelqu'un, et l'autre fait non je le ferai pas, mais allez, non je le ferai pas, mais allez, non je le ferai pas. Cut, il le fait. Voilà, oui, tu nous emmèneras pas à un concert. Non, je vais pas. Et en fait, hop, il les emmène. Ouais, bon, voilà, moi j'ai pas. T'as pas causé quoi. Non, j'ai pas compris, voilà, j'ai pas compris à 100% ce que vous voulez. Parce que ce qui me fascine le plus, c'est l'appréciation générale du film. Et je me dis, mais qu'est-ce que tout le monde trouve? Alors, toutes ces choses-là, mais je suis fasciné qu'il n'y ait pas autant. En fait, je suis fasciné qu'il n'y ait pas autant de gens qui se fassent chier comme moi, quoi. Et qui se disent pas, mais il se passe rien quand même dans ce film. Parce qu'ils se sont endormis et ils se sont jamais réveillés. Bah ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Ok. Donc désolé David. Ah bah non, mais pas de souci, hein, c'est voilà, bon, il y en a au moins 2, j'en ai hameçonné 2 sur 3 dans le bon sens. Oui, bah tant mieux, au final surprise. Bah, moi, mais je te dis t'étais merci. pas celui sur lequel voilà, j'aurais parié voilà. Mais merci Mika, merci Bertrand, merci Quentin. Mais de pour rien. vos avis, les compléments et l'échange autour du film. Et puis si j'aimais tout ce que je voyais, je serais chiant, il faut bien qu'il y ait des trucs que j'aime pas. C'est sûr. Voilà. C'est pas moi qui dirais le contraire. Pour une fois que je suis pas un verre d'eau tiède. Ah si, je suis un peu parce que j'ai dit que c'était bien ce que. Voilà. Ah si quand même. Putain. Je suis modéré quand même. Et ben on va pouvoir enchaîner avec le dernier film de la sélection de cette thématique vampire, avec Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI, présenté par notre cher compagnon Bertrand. Et c'est parti.
c'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. Quoi, c'est moi qui est allé lundi? Bravo. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir, pas sa faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es tu peut-être pas, Sacha, mais t'es manges pareil. Donc oui, pour cette dernière entrée de notre sélection du moment sur les vampires, et après, à mon corps défendant, avoir plusieurs fois moqué les titres de films québécois, que ce soit par les traductions ou autres, quelle plus belle façon de tenter de nous rabibocher avec nos chers cousins d'Amérique. On a un film avec un titre qui claque, là, je trouve, vraiment. Premier détail, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, je trouve assez significatif. Puisque, au contraire de nos 3 autres présentations, ce court long métrage, qui dure à peu près 1h30, ne s'inscrit pas de façon aussi nette dans le champ du film horrifique, en fait, que les 3 autres films. Mais ça, on va développer un peu au fil de l'eau. Alors, on va crever tout de suite l'abcès, le point pitch. Dans une ville, tout ce qu'il y a de plus nord-américain, Sacha et sa famille semblent vivre tout ce qu'il y a de plus normalement. Je dis semble car on apprend assez vite que le monde est en présence de vampires. À la nuance près que Sacha, adolescente, ne manifeste aucun attrait pour la chasse, chose pourtant vitale, et cela va générer beaucoup de tensions dans la famille. En cause, l'empathie excessive dont fait preuve la jeune fille pour ses contemporains et ses potentielles victimes. Oui, c'est que la vue du danger ou du sang chez un humain au lieu de lui provoquer une faim qui apparemment est naturelle chez les vampires, lui provoque de l'empathie, ce qui est vraiment antinomique. Donc ce qui la prive de cet instinct provoque à côté de ça l'inquiétude, l'incompréhension et finalement la colère de ses proches. Alors que ses proches en question les décident de la placer entre les mains de sa cousine Denise, elle fait la rencontre de Paul, un adolescent un peu marginalisé et traversé par des pensées suicidaires. Et comme on dit dans certains bons résumés, l'association va se révéler fructueuse. Donc le film est sorti en 2023 et est réalisé par Ariane Louis XVI. Non, rien. Non, Plus tard. Voilà. La bien nommée, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Alors après, elle a c'était son premier long métrage. Oui, tout à fait. Et après avoir enchaîné une petite dizaine de courts, je crois, depuis 2016, je crois qu'il y en avait 9. Ok. Voilà. Qui s'adosse d'ailleurs, ce premier film, à un scénario original coécrit avec Christine Doyon. Et il met en scène dans les rôles principaux Sarah Monpetit dans le rôle de Sacha, Félix-Antoine Bénard dans le rôle de Paul, Steve Laplante. J'ai l'impression que ce nom est connu dans le cinéma québécois, je sais pas pourquoi, mais... Oh, même dans le catch québécois. Voilà, et Sophie Cadieux, donc, qui joue Aurélien et Georgette, les parents, et Noémie O'Farrell, qui joue Denise, la cousine. Et on va tout de suite mettre un aspect au point, parce que j'avais lancé ça un petit peu comme une blague, mais le film, en français québécois, est largement intelligible. Hein, je vous le dis, chers auditeurs. Oui. N'ayez pas peur. Il y a bien quelques expressions et répliques qui passent à l'as, hein, parce que le mixage du son, parce que la langue rapide, voilà. Oui, parce que du coup, il y a des moments où effectivement on n'a pas l'habitude, si t'as pas l'habitude d'entendre ou voilà. tu connais pas forcément, il y a des trucs effectivement qui tu passes un peu à côté. Mais ça reste largement aussi intelligible et en tout cas pas moins suivable que n'importe quel film européen francophone qui s'amuserait d'accents régionaux spécifiques. Je ne vise personne, je ne juge personne. Film bref donc, je le disais, et qui bénéficie, je trouve, d'une écriture extrêmement directe. Les scènes sont calibrées au plus juste, au plus sec même. Hein. Souvent quelques phrases suffisent à poser la situation. Et de fait, il n'y a pas de gras. Ça concourt finalement à un métrage relativement court. Et je trouve que c'est plutôt apporté à son crédit parce que on glose assez régulièrement nous autres sur les films qui sont trop longs, les films qui sont trop elliptiques. Là, on n'a pas du tout ça. On est vraiment dans un truc très. Des films avec un peu trop de gras, ouais. Comme peut-être le film précédent, je ne sais pas. Non. Bon, il était plus... Coup de boule rotatif. Voilà. Mais alors, je dirais que la principale originalité de ce film, c'est de rester autant que possible hors du champ du film d'horreur, voire simplement du film effrayant. Hein.
Il y a assez peu d'hémoglobine visible et un usage assez malin de la suggestion. Alors pas aussi abouti que ce qu'on pouvait voir dans Morse. Dans Morse, dont tu nous parlais, Michael, dans l'émission précédente. Mais il y a des ponts entre ces deux films. Il y a il y a beaucoup de ponts. Alors c'est plus dans le ressenti que quelque chose de clairement affirmé. Mais j'ai ressenti les mêmes choses en fait devant ces deux films. Il y a des impressions similaires. Alors voilà, la suggestion, je pense notamment à la scène d'ouverture. Alors on aurait aimé que le clown soit un peu plus suggéré qu'il n'est, mais parce que là pour le coup il est un peu caricatural. Mais voilà, on sait exactement ce qu'il advient de lui, mais c'est en hors-champ. Oui, tout à fait. Et même si on peut noter quand même quelques petits apports qui viennent appuyer certains aspects, je dirais, fantastiques du récit, parce qu'il y en a, malgré tout, on est en présence de vampires. Or, le phénomène lui-même vampirique qui semble assez normalisé d'ailleurs, et j'en veux toute la partie introductive avec le dentiste, le médecin, le psy. Oui, ça, tout a l'air normal. Bon, ses dents sont prêtes, voilà, il y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est que peut-être tu viendras, mais c'est que le film a un petit côté un peu comique. Voilà, c'est ça. À côté de ça, je pense notamment c'est un truc qui revient régulièrement, ces espèces de manifestations électriques quand le personnage de Sacha est en stress en fait. Mm-hmm. Et donc les lumières qui varient, voilà. Donc là on est dans un truc un petit peu fantastique quand même. Et ça expose de manière assez visible le trouble que ressent le personnage. Ou alors par exemple sa prédisposition naturelle pour la musique qui apparaît ex nihilo comme on dit, hein. Mm-hmm. Je me tourne vers David. Moi j'ai fait grec donc j'ai pas fait latin donc je peux pas savoir. Moi je me rappelle pas. Il me semble que ex nihilo c'est genre de naissance, enfin c'est genre de ça paraît comme ça quoi. Du néant, voilà. Voilà, c'est ça. Et cet aspect-là est exposé directement dès le début aussi. Et ça permet aussi d'asseoir le décalage qui existe entre elle et le reste de sa famille. Alors j'aime beaucoup d'ailleurs juste après quand on la retrouve à l'âge d'adolescente, cette petite réinterprétation devant un centre commercial d'un extrait des 4 saisons qui est plutôt pas mal foutu, c'est chouette. Enfin il y a une ambiance musicale qui est pas aussi sombre et torturée que dans le Jarmusch ou grandiloquente comme oui. comme dans Van Helsing. Mais ça apporte une petite touche un petit peu personnelle que je trouve marrante. Alors la vision de cette famille, je dirais les circonvolutions entre les divers intervenants, tout ça, en revanche, ça n'appartient pas vraiment au canon du film d'épouvante classique. Et c'est le pari que propose le scénar, donc donner un aspect de teen movie, de romance même, voire de satire. Un peu de satire sociale sur les bords, en utilisant frontalement les clichés les plus évidents de ce type de film. Les deux héros en rupture de milieu, qui se rencontrent et qui se font grandir mutuellement, l'environnement scolaire, professionnel, qui représente l'ordre établi et ses dérives, le harcèlement, la moquerie, toutes les formes de jugement, d'un côté. Et puis de l'autre, la famille avec ses attentes, ses doutes, son incompréhension et évidemment sa maladresse. Alors ça, c'est tout le personnage du père, hein, voilà, qui porte justement. On a l'impression qu'il essaye il se sent responsable de la défaillance de sa fille, donc il veut la protéger, mais il voudrait qu'elle soit quand même. Il est très très bon. Il est très très bon. J'ai beaucoup aimé le personnage du père, et donc les décisions radicales dont on espère qu'elles vont faire progresser Sacha dans la bonne direction entre guillemets. Mais bien évidemment, tout se passe pas sans heurts, puisque cette dernière a eu depuis l'enfance largement le temps de faire passer son refus de tuer d'un dégoût physique primitif à un refus finalement moral, construit et conscient. Et ça rend la chose beaucoup plus dure, tout en n'ignorant pas d'ailleurs que c'est sa propre vie qui malgré tout est en danger. Et à ce petit jeu-là, je trouve que la prestation de Sarah Monpetit est vraiment très très juste, très très ado
tel qu'on se la représente, en train de siroter ses poches de sang comme dans un autre film, ce serait une canette de coca ou un paquet de cacahuètes. Voilà, c'est avec cette partie. Je sais que je fais pas ce que vous voulez, je sais que je fais mal, mais je m'en fous et de toute façon, je considère que je n'ai pas le choix que de faire ça. Donc elle est vraiment dans cette dualité-là, je trouve très 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 chouette. Comme une véritable ado, elle est toutefois en train de siroter les poches de sang que ses parents lui ramènent, voilà. Et que si elle décide d'arrêter de lui redonner, elle est dans une grosse merde. Voilà, c'est ça. Mais bon. Et donc moi je la trouve juste et touchante, cette actrice. Avec, alors la référence est sûrement pas innocente et peut-être que c'est moi qui l'ai, un petit côté Mercredi Addams sur les bords, dans l'attitude et dans certaines répliques un peu tranchantes. Voilà, c'est. Alors le film passe pour être assez référentiel. J'ai pas tout vu. Je vous le dis tout net. S'il y a des choses que vous avez décelées dans le narratif, franchement, je suis client parce que j'ai pas pu le revoir en plus, donc voilà. On va dire que si c'est le cas, les références sont mieux digérées que dans le film de Steven Sommers. Pour faire ça. Oui. Ils vont nous faire le coup du règlement de compte pendant tout mon truc. Ils sont en train de se battre. Je crois, Non, mais je rigole. Non, très des honnêtement, rancœurs. Ouais. Ça part Non, mais je plaisante. Non, ouais, j'ai pas spécialement vu pour le coup. Bah non. Alors après, je dis pas qu'il y en a pas de référence. Hein, oui, certainement, mais... Bon, voilà, de toute façon, les films de vampires, souvent, oui, bah oui, se font écho, voilà. T'as forcément des échos à des titres antérieurs, voilà. Là, s'il y en a, c'est plutôt, et là, je le dis très sérieusement, c'est plutôt bien digéré, voilà, ça passe. Et puis, rappelle que c'est un film québécois, et moi, honnêtement, je crois que c'est le premier film québécois que je vois de ma vie, donc effectivement, il y a certainement... Oui, Mickaël ? On est d'accord, Villeneuve, il est canadien, il est pas québécois. Il est canadien, Villeneuve, oui. Il a un nom français, mais il est canadien anglophone. Non, il est québécois. Hein. Ah bon? Et bah alors, t'as pas vu Enemy ou des trucs comme ça? Ou alors c'est du cinéma américain? Alors Enemy, je l'ai pas encore vu effectivement, mais il me semble que c'est full américain. Hein. Ouais, je te laisse causer. Moi je vais vérifier ça. Mais si, parce qu'il était passé à Quotidien et il avait un bel accent québécois. Denis Villeneuve, il me semble bien qu'il est québécois. Hein. Ah bon. Mais par contre, dès qu'il a fait du long métrage, à part peut-être un long métrage un peu plus underground, peut-être un peu difficile à trouver et tout, et il me semble que dès son deuxième québécois. Il me semble que dès son deuxième film ou troisième Ennemi, on est sur de la film américain, acteur anglais, etc., production américaine. Il me semble en tout cas. Je vérifie. Et du coup, oui, excuse-moi. Du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que étant donné que vous comme moi, on a vu quasiment aucun film québécois, c'est le premier. Il y a peut-être des références au cinéma québécois qui nous passent complètement à côté, que ce soit les acteurs, peut-être avec d'autres rôles qu'ils aient pu faire ou des choses comme ça, parce que je connais pas. Moi, je vous conseille, alors dans un registre complètement différent que j'ai vu assez récemment, Les Chambres Rouges. Ah, il paraît que c'est bien ça. Oh là là. Alors ça, c'est très très bien. Extrêmement puissant comme film. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, c'est parenthèse refermée. Vas-y Bertrand. Excuse-moi. Ennemi est en partie canadien. D'accord. Donc certainement québécois puisque c'est lui qui a mis ses billes dans son film. Espagnol et américain. D'accord. Voilà. Mais c'est les seuls qu'on aurait pu voir. Le reste est américain. Ok. Donc voilà. Pour ce qui est du casting, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. L'ensemble des acteurs, ils font un chouette job, je trouve. Même les rôles secondaires, la directrice de l'école, les profs, machin, même les harceleurs, même le type qui bosse dans le bowling, qui vient... le bully. Voilà, qui est le bully. Bowling. Et par exemple, ce type-là, Félix Bénard, qui joue le rôle de Paul, il a l'air toujours perdu à la ramasse, machin, mais il capte assez vite comment verbaliser la situation de Sacha, notamment dans cette scène des suicidaires anonymes où ils se retrouvent tous les deux. Oui. Voilà, c'est assez malin. Il la regarde, il la quitte pas des yeux, et puis il lui dit. Oui. Est-ce que quelqu'un pourrait être utile dans cette dans ta démarche. Mais j'aime bien son jeu, il est très subtil. Ouais. En fait, moi, alors, j'espère pas te couper de l'herbe sous le pied, mon cher Bertrand.
Déjà, je pense que c'est le fils caché de Tom Holland et Julien Lepers. Mais Alors, Tom Holland, oui, Julien Lepers. oui, si, mais jeune. Ok. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, il joue d'une manière très spéciale. Je sais pas, il représente un truc un peu malaisant, un sourire qui est des fois sur son visage. On dirait qu'il a rien à foutre là, ce sourire. Il est hors sujet par rapport à sa personne et tout. Mais il le joue vraiment bien. Et en fait, on dirait quasiment que la réalisatrice ou la réalisateur. Réalisatrice, oui. Le traite vraiment comme une créature à part. Vraiment, même avant que, à la fin, il devienne un vampire. Miaou. Oui. Je fais bien le chat. Oui, c'est ça. Mais du coup, oui, il est un peu traité comme une créature à part entière. Oui. C'est finalement, vu qu'on est, pareil, c'est une question de point de vue. Comme on est le plus régulièrement dans le point de vue des vampires, les humains sont étranges. Donc voilà, alors c'est pas aussi... une fois encore, le dosage est pas le même que dans Only Lovers Left Alive ou autre film qui aurait ce parti pris là, mais parce qu'on est quand même dans quelque chose de très sobre malgré tout. Voilà. D'ailleurs, cette sobriété, elle transparaît dans quelques scènes. Voilà, je parlais de les suicidaires anonymes. C'est un peu dénigrant de dire ça, mais ça correspond à la réalité des choses. Oui, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est les dépressifs et suicidaires anonymes, je crois, un truc comme ça, ils s'appellent leur groupe de rencontre, donc tout va bien, je crois. Et voilà, puis la prise de conscience assez rapide finalement par Paul, qu'il y a quand même un truc louche avec cette nana, jusqu'à la scène où ils se retrouvent tous les deux en train d'écouter de la musique comme ça. La première rencontre, elle essaie de le bouffer et elle a ses dents qui sortent, donc la prise de conscience elle est rapide pour lui. Oui. Ouais, mais peut-être qu'il avait pas fait gaffe. Non, c'est plus la prise de conscience qu'il a quand il la voit dans la rencontre pour anonyme et qu'il se rend compte de pourquoi elle est là. Oui. Qu'elle essaie de chercher un suicidaire qui voudrait bien être consentant pour satisfaire sa famille. Voilà. Et voilà. Oui, parce qu'il y a autant finalement le côté alimentaire ou approchant que le fait que sa famille lui lâche la grappe. Aussi, bah oui. Ce qui est on est encore dans le teen movie. Complètement. Voilà. D'ailleurs, tout ça, c'est un ensemble, hein, parce que visuellement, le truc est plaisant aussi, je trouve. Comme beaucoup de films de vampires, l'omniprésence de la nuit est évidemment manifeste. À tel point que c'est finalement la lumière, quand elle est abondante, par exemple dans le gymnase ou là, que ça devient anormal. Et ça renvoie finalement au regard que les vampires peuvent avoir sur les humains, qui sont une anormalité aussi, et puis une source de nourriture accessoirement. Et donc la lumière comme ça peut leur paraître anormale et aussi annonciatrice de troubles. Et donc finalement, moi c'est un film que je trouve malin dans sa manière de montrer ce qui peut sembler cliché, que la situation n'est pas forcément désespérée, que c'est la rencontre, l'altérité, le dialogue qui font émerger une solution qui va sembler acceptable pour toutes les parties en présence. Et là, j'avoue que pour le coup, j'avais pas du tout anticipé la direction qu'a pris le scénario pour sa fin. Vraiment. Pourtant, il y a des signes avant-coureurs. Il y a tout ce truc qu'elle veut absolument retarder au maximum la mise à mort de ce qui devient son ami, en lui faisant vivre ses dernières volontés. Voilà. C'est quand même assez insolite. Oui, mais en même temps malin. Et du coup, moi, j'avais pas du tout anticipé le fait que il se retrouve à aller dans un service de soins palliatifs pour avec la maman totalement d'accord. Voilà, et aider les gens comme ça. Ça m'a franchement, ça m'a serré le cœur de voir ça. Je dis c'est tellement pas con et c'est tellement cool en fait. Oui. C'est tellement cool de finir un film de vampire sur ce genre d'image-là. Et en plus, ils sont cool. Eh ben oui. Lunettes de soleil, grand manteau, ils sont cool. Et c'est vraiment, vraiment super. Alors là,
ça m'a cueilli, quoi. Finalement, c'est une fin un peu idéaliste et Ouais. bien pensante, mais très adolescente. Du coup, elle va trop bien avec le Tout à fait. le traitement en teen movies du film. Carrément. C'est clair. C'est une happy end. Ouais. Pas commune, ah bah, comme carrément. Only Lovers Left Alive, qui est un très bon film, Quentin. Alors, j'ai pas capté toutes les références, je le disais, sur les films de vampires qui émaillent ce récit-là. Même si l'image de Sacha et Paul avec leurs lunettes de soleil m'a un peu évoqué l'image du Jarmusch. Voilà, après ça c'est que mon opinion. En tout cas, moi je suis super content d'avoir découvert ce film pour l'occasion. Choisi un peu sur un coup de tête, je vous l'avoue. Mais finalement, je regrette absolument pas. Alors maintenant, les gars, si vous avez un truc à me raconter, je vous écoute. Alors, je serais chaud pour enchaîner. Je après t'en prie, toi, enquille, mon cher Quentin. puisque ce serait un peu la même vibe. Je suis vraiment super content. J'en avais entendu parler à l'époque de la sortie et il avait fait il avait bien marché en France. C'est assez rare pour un film québécois, mais il avait eu un gros bouche à oreille. Il avait bien marché dans les cinémas indés et je l'avais raté parce que ça m'attirait pas trop le délire et tout. Et même là, quand tu l'as choisi, je me suis dit bon, bah ce sera l'occasion, mais on verra bien. Et puis je m'attendais pas du tout à l'aimer autant, mais je suis absolument complètement d'accord. Je le trouve particulièrement malin dans le concept en fait et dans au final le déroulé, la narration et tout, mais vraiment je trouve ça hyper intéressant. J'adore le principe, ce principe, parce que déjà il y a une des règles ancestrales des vampires qui est brisée dès le début et qui fait le nerf de l'histoire, c'est que les vampires sont des êtres qui du coup vieillissent, qui sont des enfants, qui deviennent des ados, qui vieillissent et qui meurent. Contrairement à tous les autres films qu'on a pu voir, voilà. Et donc ce qui fait qu'ils ont des familles et donc ils grandissent, ils deviennent des ados, voilà, ils évoluent comme des êtres humains normaux. Donc t'as tout le principe des films familiaux avec tout ce que ça veut dire et tous les ados et machin, tout ça, avec la famille, l'incompréhension, tout ce dont tu as parlé, mais retranscrit dans les dilemmes moraux que peuvent avoir les vampires et Voilà, tout. mais Et tout. Le principe, je le trouve hyper le malin. truc d'imaginer quels peuvent être les dilemmes moraux des vampires. C'est ça. c'est ça, avec du coup toute cette dose d'humour que je trouve vraiment très bien dosée. J'aime beaucoup les dialogues, les côtés incisifs de plein de côtés, les côtés touchants des personnages tout le temps. Oui, Michael, t'avais l'air. Point de vue humour, on n'a pas parlé de monsieur qui fait des espagnolismes à outrance. Oui, celui qui est obligé de transformer au final. Ouais, c'est quel plaisir. Oui, il est très cool. J'aime beaucoup la tante d'ailleurs, justement, j'aime beaucoup parce que je trouve que les personnages de la famille sont très crédibles finalement par rapport à ce que, alors je parle pour les gens qui ont connu un peu genre d'avoir une famille avec un peu de monde dans la famille et tout, mais la tantine un peu sympa mais un peu sévère que tu connais un peu, elle est un peu cool, mais voilà. Les parents et les grands-parents qui sont à la fois très durs mais aussi très protecteurs et qui au final vont dans le sens des petits enfants. On le voit avec la scène finale où l'une des scènes finales où Sacha a au final peut-être été un peu trop loin dans sa morsure sur Paul. Elle a peur qu'il soit en train de partir et au final toute sa famille au début ils viennent et ils sont là, bon on va t'aider, et quand ils comprennent ce qu'elle veut faire, et au final ils l'accompagnent même s'ils approuvent pas à 100%, ils préfèrent quand même aller dans son sens à elle et l'aider comme une vraie famille. Donc je trouve ça hyper touchant, hyper bien écrit, très drôle, ça je le répète, mais il y a vraiment plusieurs passages que je trouve vraiment drôles et très subtil même dans l'humour. Ce moment où genre elle va le récupérer chez lui, où Sacha va récupérer Paul vers les 2/3 du film, après qu'elle ait envoyé chier sa tante, et qu'il se retrouve dans la voiture et qu'il a l'air, il y a pas de dialogue au début, il rigole, il sourit, il la regarde un peu et elle lui dit c'est pas drôle, pour vrai ma tante elle veut vraiment te tuer. Et c'est rigolo, c'est sa cousine. C'est sa cousine. Sa tante, il y a pas de grands-parents dans l'histoire. Pardon, excusez-moi. Quentin. Oui, bien sûr. C'est sa tante qui habite chez sa cousine. Oui, c'est sa cousine. Oui, voilà. OK. Voilà. Ouais, mais comme elle Avec est beaucoup plus âgée,
oui. Ah ouais. Tony Truant. Oui, mais au final, bah oui, c'est bête, mais oui, t'as totalement raison. C'est même plus raccord. Le côté, genre, quand t'es petit, t'as un cousin qui a genre 10 ans de plus et qui est le cousin cool un peu. Voilà. Oui. Mais Et, après, rien de cool. dans l'imaginaire de certaines familles, c'est un peu la même image. Hein. Oui, voilà. Voilà, il y c'est- a ce côté un peu cliché de famille qui fonctionne bien. Mais oui, du coup, la scène que je disais avec du coup la cousine qui est bah c'est drôle parce que l'humour et le traitement de l'humour, je l'aime bien parce qu'effectivement, lui, il se marre. Parce que bah il veut mourir, donc c'est hyper saugrenu au final comme situation. Parce que genre bah il veut mourir, donc bah, c'est quand même con, elle veut me tuer quoi. Et elle lui dit mais c'est pas drôle, elle veut te tuer. Mais toi aussi à la base tu voulais me tuer et elle veut me tuer. Enfin, et moi je veux mourir. Et tu me dis que c'est pas drôle, mais si c'est quand même super marrant. La situation est très marrante. C'est comme mais il y a plein de dialogues comme ça. La conclusion vers laquelle il vient à la fin, pendant que elle s'est endormie, mais que lui il s'est pas endormi. C'est à ça que j'allais penser. C'est Donc, exactement cette séquence. Il s'est pas endormi parce qu'il a bu trop de café, puisqu'en Ouais. fait il lui avait fait du café, mais il s'est rappelé qu'elle boit pas de café, elle boit que du sang. Et en fait sa seule conclusion c'est de dire eh bah pour que tout ça marche, eh ben il faut que je meure et que je sois vivant. Oui. Et pour un suicidaire, c'est pas commun. Oui, c'est Surtout voilà. qu'il a l'air d'être sûr de lui, quoi. Il veut crever, Ah bah. et il le dit pendant tout le long du film. D'ailleurs, c'est un peu. La phrase devant la directrice de l'école. Ah ouais. Mon fils, c'est pas un meurtrier. Oh non, à part moi-même, je tuerais jamais personne. Ultra froid. Ça, ouais, j'aime tellement ça. Je les trouve archi attachants, j'adore les persos. Je trouve aussi, on n'a pas parlé encore, mais je trouve la mise en scène très jolie, très sobre. J'aime beaucoup. Tu parlais, Bertrand, de ce côté un peu où l'humain devient un peu un monstre. Bah dans le film, alors il y a un peu de ça, mais on suit surtout Paul qui se rapproche beaucoup qui est mis à un pied d'égalité. Et on voit souvent ça dans la mise en scène, où il y a souvent des cadres où ils sont placés de manière très géométriquement symétrique dans le cadre. Je pense à 2 plans en particulier qui m'ont beaucoup marqué. En deuxième, on va dire celui qui m'a un peu moins marqué, c'était un plan où il s'assoit dans la rue. Tous les deux par terre sous la lumière dans la nuit là. Oui. Et là elle lui demande je crois que c'est lui qui lui demande pourquoi. Je crois que c'est elle qui lui demande pourquoi il veut mourir. Et du coup, d'un coup, ça vient un peu de nulle part. Et il y a, boum, grosse discussion un peu deep. Elle parle de sa famille, lui, il parle de son envie de mourir et tout. Ça arrive au bout d'1 heure de film. J'aime bien. Enfin voilà. Et puis là, le plan qui dure. J'ai vérifié, dure plus de 3 minutes. Le plan où ils écoutent de la musique. Oui, le disque. Oui, il est long ce plan-là. Oui, c'est long. C'est pas un reproche. Mais oui, où ils sont filmés en plan taille un peu là. Et ouais. Une réalisation à vous faire perdre la tête. Pardon, j'avais fait tomber mon casque, je vous entendais plus les gars. Ouais, ce plan, il m'a tout de suite happé dans l'acting, dans la relation qui se crée entre les deux sans dialogue, avec le passage de cette musique en fond. Du coup, ouais, ça dure super longtemps, mais je trouve les jeux de regard sont trop bien, c'est joli, et quand tu sais en plus le paradoxe comique qu'il y a de la situation en elle-même, qu'au final lui est là pour mourir, elle est là pour le tuer, mais l'un il a peut-être envie de mourir, mais elle est en train de faire naître quelque chose en lui qui peut-être lui donnera envie de continuer à vivre, et elle a pas envie de le faire, et en plus de ça elle est en train peut-être de se créer un ami. Ça se fait de manière assez subtile, c'est touchant, c'est drôle. J'ai trouvé vraiment ce film super bien. Ça a été vraiment une géniale découverte. Je parlais des cadrages, tu parlais de l'idée de la lumière. J'adore cette idée-là. Ce côté où tout ce qui est fantastique est très sobre et très vraiment c'est du do it yourself de mise en scène qui est vraiment fait avec ce que t'as. Et genre qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et quand elle est pas quand ça va pas, elle s'énerve et du coup la lumière autour d'elle s'éteigne. Il y a juste avoir un gars qui fait comme ça là derrière la caméra. Du coup j'ai fait un mouvement de on-off pour nos auditeurs. Il y a juste ça suffit pour faire un effet qui fonctionne. Ouais. J'aime bien. Voilà. Mais voilà, j'aime bien cette idée de film qui utilise tous ces codes de vampires en se les réattribuant pour faire un teen movie qui parle du rejet, de la famille, de la solitude, du suicide, du manque de communication dans les familles, tous ces sujets-là qui sont très teen movie, mais le mettre en parallèle avec tout ça, je trouve ça vraiment hyper malin. L'acting est super, surtout pour les 2 jeunes, mais tout le monde est super bien.
Juste pour terminer, je me suis noté, est-ce que pour ceux qui l'ont vu, du coup, David, il me semble, enfin, oui, David, tu l'as vu. Est-ce que dans la scène finale et cette histoire d'aller dans les soins palliatifs et de se nourrir de cette manière, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit clin d'œil à Thirst? Parce qu'il y a un peu de ça. Peut-être, ouais. Parce qu'il y a ça dans Ouais, Thirst ouais, où peut-être. du coup il y a une histoire de vampire et d'hôpital et de se nourrir du sang des malades et tout. Oui, je me suis- peut-être. Surtout Oui, qu'en plus au effectivement. niveau visuel il y a un peu de truc très clinique blanc et tout. Je me suis dit tiens c'est marrant. Après je les ai vus en peu de temps à peu d'écart donc Oui, c'est bah tu peut-être vois, ça. moi, First, je ça l'ai vu joue. il y a un petit peu plus de temps. Il n'y a pas une éternité, hein. Ça fait quelques mois à tout casser, je crois. Mais oui, peut-être, ouais. Ouais, je sais pas. Je me c'est suis dit, intéressant de peut-être. savoir si la réalisatrice, effectivement, a vu le film de Park Chan-wook ou pas. En tout cas, je pense qu'elle aime bien le thème du vampire et surtout de ses utilisations un peu à côté des utilisations habituelles. Et c'est vrai que dans les films de vampires, Thirst est quand même un film assez emblématique des utilisations en marge un petit en peu, marge ouais. du code des vampires. Michael. Et en plus, il y a une scène où elle pète totalement le mythe du vampire. Ou en tout cas, elle en enlève un truc. Cette scène avec cette chauve-souris. Et en fait, dans le découpage des scènes, ça arrive juste après que je crois qu'il a vu les dents de Sacha. De Sacha. Et en fait, on le retrouve, on le comprend, le lendemain, pendant un de ses cours de sport, où d'ailleurs il est en chaussons. Mais du coup, en fait, là, il y a une chauve-souris qui arrive. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est Sacha qui vient, Oui. je sais pas, vérifier, regarder, essayer de savoir si il a compris qu'elle était une vampire ou quoi. Et en fait, je me suis fait mon imagination tout seul. Et en fait, la scène, elle se termine. La chauve-souris se prend un coup de raquette. Paul bute la chauve-souris. Et là, je me suis dit, il l'a quand même pas buté. Mais en fait, non. Après, on enchaîne avec cette espèce de scène dans le bureau de la directrice, avec la mère qu'en peut plus, qui est là, mais appelez-moi pour des choses intéressantes. Tuer une chauve-souris, c'est pas si grave. T'es là en mode, quoi ? Alors moi j'étais du côté de la mère dans cette scène-là. Ah oui, complètement. Oui, totalement. Bon, après, on voit que Pépère, il est pas très... Oui, mais il y a toute la pièce qui est toute en train de gueuler, là, chauve-souris, et lui, il fait quelque chose, Oui. elle souffre, il la tue, il est convoqué chez le directeur parce que après, ça fait il la garde dans son sac. Ça c'est autre chose, mais après, ça ils le savent pas, donc voilà. Mais pour après la lancer sur la directrice. oui. Mais oui. Alors, cette idée que tu as citée très vite fait, je le dis, mais cette idée des dernières volontés, du coup de faire les dernières volontés, c'est tellement cool, tellement malin, j'adore. Bref, excuse-moi Mika. Non, après, j'ai pas plus de choses à dire que ce que j'ai dit ou ce que vous avez dit, les gars. Moi aussi, je suis dans votre team. J'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, nickel. Nickel, j'ai rien de plus à dire. Sinon, on va finir par se répéter. Donc, je vais laisser le micro de parole à David, qui lui est un peu plus mi-figue, mi-patate. Oui, je suis un peu plus réservé. Alors, je n'ai absolument pas détesté le film parce qu'il n'a rien de détestable, hein, là vraiment. Mais ça m'a pas emballé, je sais pas. Il m'a jamais surpris en fait. Pourtant, j'aime plein de films qui ne me surprennent pas. Attention, pourtant, c'est fou parce que le concept est quand même assez curieux quand même. Bah ouais, mais tu vois, je savais très bien. Alors, je n'avais pas la scène des à l'hosto avec ceux qui sont en soins palliatifs. Ça, je l'avais pas. Mais très vite, je me suis douté de comment ça allait finir entre eux. Oui, bah ça, en tout cas, bon, oui, bah, puis là, bien j'ai sûr. pas eu de surprise. J'avoue que les trucs drôles. Alors là, j'ai presque plus souri plus en vous entendant ressortir certaines répliques qu'en les entendant dans le film. Ah ouais. Alors, est-ce que j'étais pas dans le trip qu'il fallait le soir où je l'ai regardé? Alors, je ne sais pas. Parce que j'avoue que le film m'a jamais fait marrer. Alors, il m'a jamais fait de la peine non plus, parce que bon, ça tire quand même plus sur la comédie que sur le drame. On est bien d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça m'a jamais fait... j'ai dû sourire peut-être 2-3 fois, mais franchement, ça m'a pas... Non, j'ai pas... Je te dis, hein, vous m'avez plus fait rire, vous, ouais. en ressortant les... Bon... Voilà, non, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment un film. J'en vois énormément des films. Il rejoint la masse assez importante. Hein. Alors, il y a des films que j'aime pas du tout. C'est quand même un peu plus rare. Il y a ceux que j'aime bien, ceux que j'aime vraiment, ceux que j'adore. Il rejoint la masse des films que j'ai vus,
que je vais certainement oublier gentiment au fil du temps. Alors peut-être que du coup je le reverrai. C'est possible, parce que peut-être que dans 5-6 ans, je dis ça au pif, tiens, je me rappelle plus ça. Ouais, Rapide copains, ils en avaient parlé en bien. Tiens, je vais peut-être me le refaire. Je le reverrai peut-être. Là, j'avoue qu'au premier visionnage, ça m'a pas emballé. Mais c'est Voilà. peut-être que l'aspect teen movies prend plus de place dans ta vision du truc. Bon, Alors, je l'ai même pas trouvé... le résumé a Ouais. juste un teen movies, parce qu'on le répète depuis tout à l'heure de Bertrand, tu l'as répété. Ouais. Enfin non, tu l'as dit. Ensuite, Quentin l'a répété et je l'ai même répété. Mais bon, alors on va pas le réduire à juste un film de teen movies. Mais non, mais parce que je crois pas que ce soit ça en plus. Non, c'est vraiment pas ça le problème. Hein. Non, mais il en utilise les recettes, quoi. Il en utilise, voilà, Ouais, mais mais il justement, tombe pas dans les conneries de ce genre de film. Mm. Donc non, ça c'est vraiment pas le souci. Mais alors là, probablement que le problème c'est plus moi. Hein. Mais j'ai pas. Non, ça m'a pas emballé. Oui, ça parle d'ado, t'es un adulte, plus près de la retraite Ouais, que ton début de carrière, donc ça te parle pas. T'emmerdes? Oh, C'est ça que oui, tu- oui, Ah oui. je t'emmerde. C'est ce qu'il Poliment, voulait dire, je ouais. t'emmerde. Non, mais ouais, j'ai aimé Morse. Hein. Enfin, je l'avais aimé la première fois, je l'ai aimé Ouais. la deuxième. Tu vois, non, ça veut rien dire. Mais Pour le coup, il y a une abstraction supplémentaire dans Morse que là, il y a pas, que c'est beaucoup plus terre à terre. Ouais, mais voilà. c'est peut-être ça. C'est peut-être ça fait plus quotidien, ça fait plus. Alors c'est ce qui fait aussi son originalité d'ailleurs. C'est le traitement du vampire à travers le prisme d'un quotidien plus proche des humains tels que nous sommes. Bon, ouais, ça m'a pas. Mais je l'ai senti dès le départ, en fait. Dès la scène de début, tout. Oh là là. Alors bon, le film est pas long, il a ce mérite-là. Oui. Voilà, je me suis pas spécialement ennuyé, voilà. Mais ça m'a pas emballé plus que ça. J'avoue que... Alors, je n'ai pas de détestation, ni en termes de mise en scène, ni au niveau des acteurs. Le couple de gamins est plutôt bien, hein, la fille comme le garçon. Voilà, il n'y a rien que j'ai foncièrement trouvé mauvais. Le film m'a pas vraiment parlé. J'avoue que, voilà, c'est pas... J'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Donc, je suis désolé, parce que du coup, je suis le vilain petit canard là, du ressenti général. Ça aurait presque pu marcher pour tout le monde. Bon, ouais, moi je suis un petit peu plus... je fais un pas de côté sur ce coup-là. Mais j'entends ce que vous dites, et puis je comprends que ça vous a éclaté. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça m'embête que je suive pas le mouvement sur ce coup-là. Mais voilà. Attends, mais dans un monde où sur Internet, le monde des reviews cinéma ou podcast et tout, les gens aiment bien être un peu acides et un peu genre... Voilà, et nous, on est des gentils. Si un copain aime pas, on est là. Je comprends ce que tu dis. Ah oui, Je valide autant ton je avis. peux détester ça. Enfin, ça viendra peut-être. Il y a certains cinéastes, on en parlait en off tout à l'heure, en discutant autour d'un prochain thème. Il y a des cinéastes, vous pointez avec. Là, ça va être folklore, je pense. Je parle pour moi. Hein, ça Mais va c'est des envoyer. cinéastes qui appellent ce genre de réaction. Aussi, voilà. Mais là, c'est vrai que par rapport au film qu'on choisit, oui, alors je pense qu'on n'est effectivement pas des méchants. Oui. Déjà à la base, ça Mais c'est parce sûr. que je voulais juste te dire qu'on pensait qu'il y aurait du gros débat aujourd'hui, et en fait, Et en fait, non. bah, En celui fait, qui est non, pas d'accord, il est c'est, juste pas d'accord, et puis voilà Mais quoi. non, mais en même temps, les arguments que chacun amène sur ses films, tu vois, toi sur Van Helsing dans la première émission, Bertrand parle très bien de ce film-là dans celle-ci. Je vais quand même pas aller déboulonner. J'ai pas de raison de le faire parce que, encore une fois, j'ai pas détesté Oui. même Van Helsing. Van Helsing, j'y trouve plus beaucoup d'intérêt, mais je vais pas aller écrire une tribune ou signer une tribune contre le film. Non. Ouais, voilà. tu trouves pas que les arguments qu'on a tous les trois avancés sur ce film-là, tu les trouves pas idiots et Ben non. incohérents? Ben voilà, c'est ça. Donc Ouais. j'ai pas de raison, tu vois, de m'inscrire en... Alors j'y adhère pas spécialement, parce que je m'y retrouve pas, mais je vais pas dire, non les Ok. gars, vous vous plantez, moi j'ai raison, le film est pas terrible, et non, vous avez autant raison que moi sur ce coup-là. Non, voilà, il a un mérite, et merci Bertrand, t'as proposé dans cette sélection-là un film que j'avais pas vu, ce qui arrive pas si souvent. Mais Parce que voilà, c'est vrai que 2004, c'est bon, certainement... Allez, moi, prochain qu'on ait vu le objectif, plus. un film qu'il a pas vu et qu'il aime. Voilà, voilà, merci Bertrand, t'as fait une proposition. Alors, mais je l'avais tellement pas vu que quand tu as parlé du titre, je ne connaissais pas le film. Ouais. Parce que ça peut arriver qu'on propose. Ah bah tiens, celui-là. Ah, je l'ai Mais pas il y a vu, un écho ça me lointain parle. qui se Voilà. manifeste. Oui, Là, oui. vraiment, je ne connaissais pas. Bon, après, le film est assez récent, ok. Mais voilà, bon, bah, il a eu au moins ce mérite-là, ce film-là. Et j'ai découvert un truc. Cool, des films québécois, j'aurais pas vu tant que ça.
chouette. Et puis, s'il faut y retourner à un moment donné, ce sera avec plaisir. Donc, il n'y a pas de problème. Allons-y pour les films québécois. Aucune raison de. Ah oui. Il y a d'avoir largement une dent matière. contre eux. D'avoir une dent contre eux. C'est bien ça. Voilà. J'aime bien. Voilà. Non, mais bon. Et puis, j'arrête là. Voilà. En tout cas, merci Bertrand. Et c'est une découverte sympathique. Je à défaut remercie d'avoir, beaucoup. Même si je pensais bien le voir à un moment ou à un autre, c'est l'occasion. Puis en plus de pouvoir dire à quel point j'ai bien aimé au micro, ça fait plaisir. Donc très content d'avoir. Moi de même. Je suis content que vous soyez content. Voilà. Donc, avant de clôturer cette thématique vampire au cinéma, j'avais demandé à mes chers comparses de faire quelques devoirs, s'ils avaient quelques œuvres, qu'elles soient littéraires, séries, films ou autres, même jeux vidéo, si vous l'avez, comment on appelle ça, des recommandations autour du vampire. Donc je vais lancer le bâton de parole à Quentin. Est-ce que tu aurais des recommandations à faire à nos chers auditeurs? Alors à la fois oui, à la fois non, parce que je suis vraiment un caca, j'ai pas fait mes devoirs. Mais j'ai un cerveau et des souvenirs. Très bien. Donc je vais essayer. Déjà, j'ai à la base hésité entre les 3 films que j'aime le plus dans le monde du vampire, en tout cas les 3 qui m'ont titillé le plus. Alors il y en a un, on l'a déjà fait dans le podcast. Il s'agit de Nosferatu de Eggers, qui est mon préféré, ma version préférée de l'histoire classique Dracula, Nosferatu, on va dire. C'est ma version préférée, celle d'Eggers. C'est juste, moi j'étais pas là lorsque vous en avez parlé, mais on l'a déjà traité dans l'émission pour une critique sauvage. Donc je me suis dit que non, on n'allait pas prendre ça. Mais voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, moi je le recommande à 100%. Et sinon j'ai hésité avec le film. Alors du coup vu que j'ai pas pris, j'ai plus le nom du réal sous les yeux évidemment, mais je voulais à la base vous embêter de nouveau avec du cinéma japonais d'animation avec Vampire Hunter D Bloodlust, la version de 2001 sortie la même année que Metropolis, produit par les mêmes producteur que Metropolis. Je l'avais cité à l'époque dans ma chronique sur Metropolis, voilà, qui est un super film de vampire d'animation, très très stylisé. Il y a des trucs que je pense ça aurait peut-être pu faire avec David, je pense, ce film-là. Je sais peut-être un peu moins de votre côté à vous deux, je ne sais pas. Peut-être Michael quand même, le côté manga animé, ça aurait pu te plaire, je ne sais pas trop. Peut-être. Mais donc voilà. Alors j'y touche pas du tout, mais je vis avec un colocataire qui est un fan acharné de toute la saga Castlevania, donc si vous voulez découvrir du vampire en Castlevania, du vampire au jeu vidéo, allez voir Castlevania, les vieux. Il y a la série Netflix aussi. Il y a la série Netflix. Donc Castlevania, ça fait bien 40 ans que ça existe, donc oui, voilà. Oui, tout à fait. Il y a tout un tas de choix larges. Et en vrai, sincèrement, je vais continuer de réfléchir le temps que l'un de vous deux, qui veut choper le bâton de parole? Je peux le prendre au vol parce que j'ai pas énormément de recommandations. Moi, l'œuvre que je connais le mieux dans ce truc-là, c'est la série Buffy contre les vampires, quoi. Voilà. Ça ouvre un panorama pas déconnant, des choses qui sont très canoniques, des choses qui sont très très avant-gardistes par rapport au mythe du vampire standard. Voilà, le truc existe depuis suffisamment longtemps, on connaît, voilà, c'est une valeur sûre à mon avis. David? Je valide Buffy contre les vampires et je te remercie d'ailleurs de m'avoir gentiment prêté les DVD il y a quelques années. Oh parce que j'étais un peu passé à côté à l'époque. Un peu comme pareil. Pareil. Merci Bertrand. Alors vite fait, on va pas faire original. Lisez Dracula, le roman de Stoker. Il est un peu fondateur, hein, on dira ce qu'on veut. Donc lisez Dracula, bien sûr. Et puis je parlerai des Chroniques des vampires d'Anne Rice. Au moins les 3 premiers romans du cycle, parce que c'est un cycle qui compte maintenant pas mal de titres. Alors Anne Rice est décédée, hein, mais moi au moment où je les ai lus, il en existait 4 ou 5, ça allait jusqu'au voleur de corps. Lisez au moins Entretien avec un vampire, qui est le tout premier, Lestat le vampire, qui est peut-être mon préféré en roman, et puis La Reine des damnés, qui sont 3 vraies réussites de romans gothiques. C'est pas mal écrit, c'est riche, c'est gonflé, c'est décadent, c'est érotique, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, enfin les Chroniques des vampires d'Anne Rice. En film, vite fait, pour le côté drôle et complètement décalé, et puis parce que évidemment j'adore Polanski, Le bal des vampires, Entretien avec un vampire de Neil Jordan, parce que c'est une fantastique proposition de cinéma à la fois historique et vampirique.
et puis c'est une fidèle adaptation du roman d'Anne Rice, surtout. Son Byzantium est très très bien, je l'avais dit, j'ai hésité à le présenter en concurrence avec Only Lovers Left Alive. Je valide le Eggers, le film d'Eggers, le Nosferatu, qui est une splendeur visuelle, comme tous les films d'Eggers, de toute façon. Le Nosferatu de Murnau, bien sûr. Le Coppola est beau, mais j'ai jamais complètement adhéré. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Le cinéma vampirique est riche, je trouve. On pourrait lister plein de titres intéressants. Voilà, on en a proposé quelques-uns. Je trouve qu'on a fait des pas de côté pour présenter des choses un peu originales dans ce podcast et c'est chouette. Voilà, creusez par vous-même. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, si vous commentez. On peut le dire, oui, faites vos propres recherches. Voilà, et n'hésitez pas même à ce on peut en discuter. On a encore peu de commentaires. On avance sur pas mal de choses avec notre chaîne. On a encore assez peu de commentaires. C'est dommage. On serait ravis d'échanger avec ceux qui ont envie autour d'œuvres évoquées ici ou pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, le mythe du vampire au cinéma me plaît bien. Je suis pas un passionné de zombies, je suis pas complètement passionné de loup-garou. Le mythe du vampire me plaît bien. Ça me parle. Voilà, je trouve que c'est une créature riche qui propose plein de choses possibles et ça donne parfois des récits très 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 beaux, très chouettes. Voilà. Et même sur des médiums que vous n'avez pas encore cités, parce que moi j'aurais... déjà je vais partir sur la littérature, mais Je suis une légende de Richard Matheson, qui est certainement l'un de mes bouquins préférés, même si j'ai pas lu tant de bouquins que ça, voilà, mais celui-ci il est efficace, rapide à lire, et vraiment ça apporte une nouvelle pierre à l'édifice du mythe du vampire, qui est vraiment très chouette. Et après, je parlais de Medium qu'on n'a pas encore cité, mais on peut aussi citer le manga, parce que le manga, il y a quelques histoires autour du vampire. Alors récemment, on a une série qui est sortie, scénaristiquement, il paraît que c'est pas non plus la folie, mais d'un point de vue graphique, d'un point de vue dessin, c'est DRCL Children of Midnight. C'est vraiment une tuerie visuelle. Donc si pour les connaisseurs, c'est le mangaka qui avait fait Innocent et le très connu Ascension. Voilà, et on a le manga classique autour du vampire qui est Hellsing. Ouais, je pensais à ça. Moi je connais pas, mais je connais de nom et je sais que c'est réputé pour être exceptionnel. C'est trop bien. Ouais. C'est bourrin, c'est tout ce qu'on aime vraiment, et le vampire principal s'appelle Alucard. Je vous laisserai réfléchir sur son prénom. Oui, c'est voilà. Dracula. Je vais pas parler dans le. C'est Dracula. Voilà. Quentin, tu avais d'autres références à... Je pensais du coup à Hellsing. On me disait je pourrais citer Hellsing même si je connais pas. Sinon. Je vais quand même le dire. Moi, quand je pense à vampire, j'imagine le personnage, un grande cape, les dents, machin. Okay. Et j'ai pas beaucoup de références les dans Muppets, mon enfance. C'est ça De quoi ? Tu vas sortir les Muppets, non ? Non. Myotismon, c'est un Digimon. Ah, d'accord, ok. Et c'est le méchant dans la saison 1. C'est un des méchants principaux. D'accord. Et vraiment, c'est Dracula, comte Dracula, manoir, etc. Voilà, alors... je pensais à ça quand David conseillait Bram Stoker. Je me suis dit yes. Mais la saison 1 de Digimon est super et Myotismon bref, je pensais à ça, comme quoi l'image du vampire, parce qu'il n'y a pas de Pokémon vampire, je crois pas en tout cas. Il y a des chauves-souris. Oui, mais genre je veux dire un Pokémon qui ressemble vraiment au vampire, et il y a un Digimon vampire. Exactement. Voilà. Et il est cool. Voilà, vraiment, j'aime bien l'idée de terminer là-dessus. Michael. Avant de clôturer cette thématique du vampire, Bertrand, je crois que tu as quelque chose à nous annoncer, comme le thème de la prochaine émission qui arrive dans 3 semaines. Tu veux dire qu'ils ont été gentils ? Parce qu'au début, tu as dit si vous êtes gentils. Oui. Et j'aimerais bien savoir comment tu as su qu'ils sont gentils. Je suis omnipotent. Parce qu'ils ne nous l'écrivent pas dans les messages. Donc on sait qu'ils sont gentils, les gens. C'est vrai. Donc, oui, pour la prochaine volée d'émission, ce sera un tout autre axe. On parlera d'animaux. Ce qui fait plaisir, parce que suite à, du coup, les visionnages de films de vampires, et moi j'ai aussi vu d'autres films de vampires pour l'occasion, j'ai quand même vu là récemment pas mal de films qui se passent de nuit.
Et c'est marrant parce que les animaux c'est souvent mignon, Oui. donc il y a souvent des films qui sont plutôt lumineux. En l'occurrence, ce qu'on a choisi, il me semble que c'est plus ou moins le cas. Donc ça va nous changer, on va avoir des films qui se passent plutôt dans des conditions de jour. Enfin, on va pouvoir revoir la lumière du jour, les gars. Eh bah ça va être cool, oui. Trop bien. J'espère qu'on va pas brûler. Suite à tes blagues de début d'émission, Michael. Haha, c'est bien, il suit. Yes. Et ben, je pense qu'on peut clôturer cette thématique sur le vampire. On se retrouve dans 3 semaines pour la nouvelle thématique, du coup, film avec des animaux. Voilà. Il nous reste plus qu'à vous dire une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne route si vous nous écoutez sur la carrément. route des vacances. Et puis, à la prochaine. Bisous. Salut. Bonsoir. Et bonsoir. Alors cet épisode est évidemment soutenu par les partenaires habituels de la Horde Sauvage. Alors citons tout d'abord les CGR Cinéma Châteauroux. Un grand merci à Stéphane Castro qui accueille une partie de l'équipe régulièrement pour présenter des films dans les salles du complexe. Un grand merci à Claude Turier pour les caricatures qui accompagnent les publications de la Horde Sauvage sous forme de miniatures, dans les visuels des épisodes, etc. Petite mention à notre ami Quentin qui n'a plus désormais beaucoup de cheveux par rapport à sa caricature initiale. Voilà, ça pourra amuser ceux qui le connaissent et puis voilà, ceux qui le croiseront en vrai et qui compareront avec son image. Et puis un petit coucou également aux camarades de format respecté sur Radio Balistique 103 FM. Je cite évidemment Antoine Royer, le copain historique de l'émission avec qui on fait des émissions depuis maintenant plus de 10 ans. Coucou Antoine, et puis un coucou également à Martin Vagnoni qui vient de Bourges très très régulièrement participer lui aussi aux enregistrements des émissions format respecté, lui aussi grand cinéphile. Voilà, donc un petit coucou à tous ses partenaires et merci à tous.